Bonjour, merci d'être présent à la fois physiquement et en ligne pour cette troisième séance du séminaire intitulé Questionner le sens du travail avec autrui, de point l'utopie dans le travail social. Et aujourd'hui, nous allons entendre Clément Rivard, éducateur spécialisé, coordinateur du projet Père Aidance au Caru d'Ego, et son collègue Fabrice Audacre, travailleur père, autour de la question du travailleur père, un métier pas si nouveau qui semble aussi une bonne entrée en matière pour questionner autrement les pratiques du travail social et penser de nouvelles formes de travail avec autrui. Cette séance donc sera organisée comme d'habitude avec une présentation, déjà une conférence de Clément Riva, puis une intervention dans le cours de l'animation de son collègue Fabrice Audacre. Voilà, donc je vais lui donner la parole à Clément Riva. Merci. Bonjour, un très grand plaisir de pouvoir présenter un peu ce qu'est la pérédance et comment nous on le fait vivre aussi dans les Carudes, puisque Ego est historiquement une association qui a été créée dans les années 80 et qui a rejoint dans les années 2010 l'association Aurore. Et on a de nombreuses structures où nous accueillons justement des travailleurs pairs. Cette question de pérédance, c'est quelque chose d'assez inhérent à Ego, dans le sens que historiquement, la réduction des risques est issue justement de la base, où les politiques publiques n'étaient pas du tout en phase avec cette question-là de la réduction des risques. On était quand même sur quelque chose opposant le soin à la répression. Et Ouais. en gros, pour les usagers, il y avait que ces deux formes-là qui existaient. Et la réduction des risques est venue avec les années SIDA. Et ça a émergé justement de la base, et donc en partie des consommateurs, et qui a pu rentrer petit à petit dans les politiques publiques avec 2004, Ouais. etc. Et en fait, ça s'est professionnalisé, laissant un peu de côté les travailleurs pairs qui n'avaient pas ce nom-là. Mais en tout cas, les intervenants de réduction des risques, qui étaient pour certains consommateurs. Et cette professionnalisation-là a fait que on a un peu perdu cette âme-là des travailleurs pairs. Et donc, qu'est-ce que la pérédance? C'est un grand sujet qui veut tout et rien dire. On ne sait pas trop quoi mettre dessus. Et je pensais peut-être intéressant de partir sur la définition un peu de la haute autorité de santé. Alors, c'est un grand texte pour dire que, en gros, dans le champ des politiques sociales ou de la santé, la pérédance regroupe un ensemble de pratiques qui procèdent de formes d'accompagnement ou encore d'entraide et de soutien par lesquelles une personne s'appuie sur son savoir expérientiel vécu. Ce terme-là est extrêmement important, c'est-à-dire le savoir qu'elle a retiré de sa propre expérience d'une situation vécue. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais en gros, ce qu'il faut retenir sur la slide suivante, voilà, c'est que, pour résumer, globalement, il ne suffit pas d'avoir été usager, il ne suffit pas d'avoir été consommateur pour devenir travailleur pair. En fait, c'est plutôt aussi le travail qu'on a pu faire sur son parcours. Cette question en fait de posture qui doit être travaillée et qui fait toute la spécificité du travailleur pair. Et voilà, donc il y a un savoir expérientiel, mais il ne suffit pas simplement d'avoir une expérience, il faut aussi être capable de la transformer. Euh, donc voilà. Alors là, ça paraît toujours assez flou, hein. Et comment ça prend forme? Euh, Souvent, la paire aidant, c'est quelque chose de tellement flou qu'on entend parler de travailleur pair, paire aidant, patient expert, médiateur santé pair, l'autosupport, même counselor. euh, on entend même parler des groupes d'entraide mutuelle. En fait, tout ça, ça relève de la paire aidance. La paire aidance vient prendre plein de noms différents en fonction de son histoire, des institutions dans lesquelles elles interviennent. Parce qu'historiquement, la pérédance, ça existe depuis les années 30. C'est pas tout jeune en fait. Dans les années 30, ça a vu son essor à travers les alcooliques anonymes, peut-être ça en parle pour beaucoup, des groupes d'autosupport, en fait, des groupes d'entraide, où avec toute une
méthode visait une abstinence heureuse en 12 étapes. Alors, on ne va pas tous les détailler, mais ça a vu le jour dans les années 30 avec, autour des alcooliques anonymes. Et puis, en fait, dans les années 40, on s'est rendu compte que la psychiatrie aussi s'était approprié ça. En fait, il y avait ce corps médical qui imposait cette vision du soin. Et à un moment, bah, les patients sont quand même dit, on est quand même les premiers concernés et on est aussi capable de parler de nous-mêmes. Et donc, à ce moment-là, en fait, ça a commencé à prendre son essor dans les années 40. Il y a eu de nombreuses années et les années 80 ont vu un peu l'essor aussi, justement, du VIH. En tout cas, en addicto, ça a été très présent et c'est plutôt là où nous, on est plutôt experts en addicto. Et la réduction des risques. En fait, à un moment, il y avait ce discours-là autour des consommateurs que le sida touchait donc les fameux 4 H, les haïtiens, les homosexuels, les héroïnomanes et les hémophiles. C'était les fameux 4 H de l'époque. Et donc, finalement, c'était les personnes un peu les rebuts de la société. La société ne s'en occupait pas. Enfin, les politiques publiques ne s'en préoccupaient pas. Et en France, pas que en France, hein, parce que cette idée d'autosupport, elle est pas si nouvelle que ça, hein. Dans les années 70, aux Pays-Bas, avec des syndicats de junkies, comme ils s'appelaient, il y avait plein de mouvements comme ça qui s'étaient organisés. Et ça a vu son essor dans les années 80, où ils ont pris justement, on ne veut pas parler de nous, on va... Mouvement social. Mouvement social, exactement. Il y a tout ça, il y a une émergence qui est venue de la base, qui a pu permettre de mettre en place des politiques publiques en termes de réduction des risques. Alors, c'était encore très précaire, mais c'est comme ça que c'est un peu venu. Et aujourd'hui, ça a pris plein de formes. Les counselors, pour parler d'eux, c'est plutôt ce modèle de l'abstinence en 12 étapes, mais pas que. En tout cas, c'est une approche plutôt anglo-saxonne. L'autosupport, on peut pas mal le voir en réduction des risques. Il y a plein de sites communautaires qui permettent d'accompagner autour de la consommation et de la réduction des risques. Médiateurs santé pair, c'est peut-être les seuls qui ont un statut, c'est finalement les médiateurs santé en psychiatrie et qui ont un statut qui existe réellement. Institutionnalisé, quoi. Oui, complètement. Ils sont institutionnalisés, ils ont une fiche de poste, un salaire qui correspond aussi à des compétences, un diplôme qui est reconnu. Voilà. Je parle exemple des patients experts, c'est quelque chose qui découle du docteur Reynaud, du professeur Reynaud, donc un ancien addictologue de Paul Brousse, si je ne dis pas de bêtises, qui a pu développer un diplôme, en tout cas une formation qualifiante de patient expert. Alors, c'est un volet très abstinence. Père aidant, c'est quelque chose qui englobe un peu tout. Et travailleur pair, c'est peut-être un nom que, en tout cas chez nous, on se l'approprie. Mais c'est justement la paire aidance, mais sous un format salariat. Donc, Travailleur pair. Donc, c'est tout ce qu'on, nous aussi, un format qu'on souhaite défendre. Donc voilà. Salarié. Très bien. Et donc, comme je disais, il y a de nombreuses approches qui existent. Et souvent, dans le milieu, en tout cas, on a tendance à opposer pérédance-abstinence. Donc, cette approche où on a fait tout son parcours de soins et on est arrivé à un format, en tout cas dans l'addicto, avec un zéro consommation. Et qu'à ce moment-là, comme si c'était le Saint Graal et qu'on pouvait à ce moment-là accompagner. En tout cas, c'est un format qui existe et qui vient souvent s'opposer dans l'imaginaire collectif sur le père aidant consommateur actif. Comme si, en gros, on ne pouvait pas être consommateur actif et accompagner des gens. Et pour autant, c'est peut-être possible. En fait, c'est pas parce qu'on est consommateur qu'on n'a pas des compétences. En fait, la consommation, si on réfléchit, c'est une partie de leur vie, mais ça ne les définit pas. Ça n'empêche pas de... Complètement, ça ne les empêche pas de travailler. Et puis, ça apporte aussi d'autres compétences. Et nous, on défend aussi cette idée-là que, en tout cas chez Aurore, on a différentes approches autour de la pérédance, mais on part plutôt du principe que c'est complémentaire.
Pourquoi? Je prends l'exemple de la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. C'est une communauté thérapeutique, très abstinence, une approche communautaire du soin. Là-bas, pas le droit de consommer, c'est quelque chose autour du zéro consommation, avec quelque chose qui est un peu décliné de... Alors, je parlais tout à l'heure des 12 étapes pour arriver à l'abstinence heureuse. Mais donc, c'est le modèle Minnesota, je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail. Mais en gros, il y a des counselors, donc des pères aidants abstinents, qui sont embauchés là-bas. Mais ça correspond à leur modèle et ça correspond à une approche du soin qui existe. Et en même temps, nous, on travaille en CARUD. Ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi pas avoir un ancien consommateur avec nous qui est abstinent depuis des années? Pourquoi pas? Mais chez nous, on a aussi des collègues travailleurs pairs qui sont consommateurs actifs. En fait, cette expérience, cette connaissance qui font qu'ils sont encore plus ou moins dedans, si on peut dire, ou du moins qui a encore un pied dedans, amène une autre expertise qui vient compléter un peu notre savoir. Finalement, il n'y a pas mieux que les travailleurs pairs pour savoir où sont les nouvelles scènes de consommation avant l'heure. Il n'y a pas mieux que pour rentrer aussi en relation. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. En fait, le fait d'être abstinent, parfois, ça peut renvoyer à l'autre que moi, j'y arrive pas, alors que toi, tu y es arrivé. Et donc, en termes d'identification, d'estime de soi, voilà. Puis, il y a tout plein d'enjeux qui se passent. Et en fait, d'être consommateur actif, c'est aussi... ça renvoie aussi quelque chose de l'ordre du... en fait, je consomme, mais je suis aussi en capacité de travailler. Je suis aussi en capacité de pouvoir mettre en place mes projets. Et finalement, j'ai retrouvé du pouvoir d'agir. Et moi, ce fameux pouvoir d'agir, c'est un peu mon fer de lance, mon sacerdoce. Mais pour faire un petit tour sur l'addiction, c'est la perte de la liberté de pouvoir s'abstenir. C'est une des définitions qui existent. Et donc, c'est qu'à un moment, on a perdu le choix entre consommer et ne pas consommer. On a perdu, en fin de compte, ce pouvoir d'agir. Et je pense, pour accompagner une personne autour de l'addiction, c'est lui redonner du pouvoir d'agir. Lui redonner cette capacité de pouvoir prendre des décisions pour soi. Et pas institutionnaliser les gens. Finalement, finalement, est-ce qu'on ne favorise pas indirectement se maintient dans cette difficulté. Et à mon sens, en fait, les travailleurs pairs, là-dessus, ils ont un coup d'œil, Fabrice pourra nous en parler tout à l'heure, mais ils ont ce truc qui va redonner du pouvoir d'agir. Et où moi, éducateur, ça fait plus de 10 ans, hein, j'étais à Neuilly-sur-Marne en formation, j'ai ce truc-là où justement ce fameux, on nous parle de transfert contre transfert, oulala, attention, faut bien baliser tout ça. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui ne fait que de se passer avec les travailleurs pairs et il se joue dans ce jeu d'identification quelque chose d'extraordinaire. Mais je laisserai tout à l'heure le collègue en parler. Voilà. En tout cas, chez nous, la Pérédance, on a cette idée-là que le travailleur pair, c'est un métier à part entière du travail social. On a les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, on a tendance à faire la confusion des métiers un peu partout. Alors moi, personnellement, je suis un peu opposé à ça, mais il y a cette idée-là que le travailleur pair est une compétence, est un métier complémentaire et qui amène une certaine polyvalence, une pluralité dans l'accompagnement. Et voilà. Maintenant, je me pose la question, le travailleur pair, c'est bien joli, on se dit, on prend des consommateurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce que ça apporte? En fait, concrètement, c'est un truc, c'est pas toujours très clair. Et je te laisse présenter. Avant de répondre à cette question, je me présente, moi c'est Fabrice. Je suis travailleur pair. Donc, pour illustrer concrètement ce que vient de dire mon collègue Clément Riva, travailleur pair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, travailleur pair, effectivement, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, au sein de centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des personnes usagères de drogue ou de substances psychoactives. Donc, par conséquent, moi, je suis Fabrice, travailleur pair. Il explique que tout à l'heure, là, qu'il y a deux courants, le courant qui s'oppose de l'abstinence totale et le courant consommateur actif. Nous,
au Carude Ego chez Aurore, nous sommes partisans et nous allons développer le travailleur pair encore actif. Donc moi, c'est Fabrice, je suis consommateur encore actif. Et je fais partie de l'équipe. Là, ça fait déjà 4 ans, je suis en contrat CDI chez Aurore. Nous recevons tous les jours des personnes qui consomment des produits illicites. Nous sommes sur le nord-est parisien, ce qui sous-entend la prédominance de la cocaïne et du crack. Nous connaissons tous, et je pense qu'ici, vous avez tous entendu parler du problème de santé publique avec le crack ici dans la capitale, dans le nord-est parisien. Pour illustrer cela, il y a la porte de la Chapelle qui est incontestablement le lieu dit où on voit se manifester cette consommation à ciel ouvert. Donc, moi, je suis originaire des Antilles, entre parenthèses. Donc, dans le milieu de la consommation de la drogue et de la cocaïne, ce qui sous-entend les Antillais, nous avons ce qu'on appelle une connaissance très poussée dans l'expérientiel de la cocaïne et du crack. Moi, je suis arrivé au jour d'aujourd'hui, je suis déjà à 24 ans de consommation de cocaïne, de crack. Je tiens à préciser, je suis polyconsommateur, ce qui sous-entend que dans mes consommations, il y a cannabis, principe actif THC, il y a cocaïne sous forme de traces de sniff, et il y a cocaïne sous forme de crack, de solide, qui est le dérivé de la cocaïne sous forme basée et qu'on fume avec un instrument qu'on appelle le doseur sur la pipe. Et c'est ce qui pose le problème de santé publique dans le nord-est parisien. Essentiellement, à la porte de la Chapelle, c'est le lieu le plus communément connu, hein, n'est-ce pas Clément? C'est dans notre zone d'activité. Nous sommes des gens qui travaillons sur le terrain. Et voilà. Donc, je suis arrivé en France ici avec déjà 16 ans de consommation de crack. Si je peux parler ainsi, mon malheur fait mon bonheur. Je suis arrivé ici abstinent, 1 an d'abstinence totale, qui veut dire THC, crack et poudre, abstinence totale. J'ai connu des déboires, des dérives, je suis retombé dans mes travers et là j'ai connu une période de descente aux enfers dans la rue ici à Paris. Il y a le terrain que je pense que vous connaissez qu'on appelle Stalingrad. Pour ma part, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je vais expliquer le contexte qui a fait que j'ai pu rencontrer les professionnels du milieu de l'addiction. C'est-à-dire que dans ma descente aux enfers, je suis arrivé à un stade où j'ai vécu en précarité totale, en exclusion totale. Pour illustrer, moi, je vivais sous le trottoir à 4 mètres de profondeur dans un local désaffecté d'EDF. J'ai vécu là pendant 1 an et demi. J'étais venu pour passer 3 nuits. J'ai fait 1 an et demi. Tout ça pour vous dire que l'accroche, l'addiction à la cocaïne et au crack, la cocaïne, surtout le crack, est un produit avec un pouvoir addictif très puissant. J'étais venu pour 3 nuits. J'étais déjà abstinent pendant 1 an. Mais ne voilà-t-il pas que je suis accroché et que je suis prisonnier captif dans un, comme on pourrait dire, les catacombes. Je suis bloqué captif dans les catacombes pendant 1 an et demi. Parce qu'au travers de cela, mes consommations ont augmenté crescendo. Voilà. Donc, c'est par ce passage-là, le passage dans le chaos total, dans les catacombes de Stalingrad, que j'ai pu, au travers de mon parcours, rencontrer les professionnels de l'addiction. C'est là où j'ai commencé à vouloir avoir des portes de sortie. C'est là où j'ai commencé à vouloir frapper des portes de structure, de CARUD, les centres d'accompagnement, d'accueil à la réduction des risques et des usagers de drogue, parce que on veut s'en sortir, mais il faut rencontrer des professionnels, des éducateurs spécialisés. Où est-ce qu'on les trouve? C'est dans les XAPA, les centres de soins, ou bien dans les centres d'accueil pour usagers de drogue. J'ai commencé à frapper à ces portes-là. Là, j'ai rencontré différents professionnels en face de moi.
Il faut savoir que moi, ma particularité, chaque consommateur a son profil, je tiens à préciser, mais moi, mon facteur de risque principal, l'une de mes spécificités, moi, c'est que quand je consomme, et surtout quand je reconnais une rechute, j'ai un sentiment de culpabilité, de honte qui est très profond. Donc, c'est ce qui a fait que je suis resté prisonnier pendant 1 an et demi dans ce trou de tortue ninja, si je peux appeler ça ainsi pour illustrer. Je suis resté 1 an et demi parce que moi, ça m'arrangeait. Pourquoi ça m'arrangeait? L'exclusion, mais je m'auto-isole en étant là. Donc, ce qui sous-entend que j'ai un portable dans la grotte là en dessous, mais je l'éteins. Je ne veux pas avoir de message de ma famille qui cherche à savoir où est-ce que je suis parce que j'ai honte pour moi et pour ma famille. J'ai été élevé dans une famille modeste, mais il ne m'a manqué de rien. Sur mon parcours, j'ai fait des business, j'ai vendu, j'ai fait nanana. On n'est pas là pour faire l'apologie de la drogue. Peu importe, je me suis retrouvé à consommer. Je suis arrivé en France à la suite d'une grande cure en Guadeloupe. Et là, j'ai dit, je monte en France tout de suite après, je ne vais pas perdre le temps. Parce que sinon, pour moi, en Guadeloupe, c'est un terrain trop propice pour rechuter. Il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, que la Guadeloupe est une plaque tournante incontournable de la cocaïne. Quand elle sort de les cartels colombiens, elle fait escale chez nous. Et de l'escale chez nous, direction l'Europe, différents circuits. Donc, pour moi, pour me mettre à l'abri, pour me protéger, je me suis dit que je monte dans l'Hexagone. Mais je n'avais pas la naïveté de croire qu'ici, en France, je n'aurais pas trouvé le crack. Hein. Parce que il faut savoir que l'addiction, tu traverses l'océan Atlantique, mais l'addiction, elle est dans tes valises. L'addiction est dans la valise. Il est totalement irrecevable de croire que en te barrant, la stratégie de l'évitement, les professionnels, dans les différentes cures, dans les différents séjours que j'ai faits, parlaient de l'évitement. Il y a une stratégie qu'on appelle l'évitement. Tu vois le produit, tu fuis à l'opposé. Mais ce n'est pas toujours vrai. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé pour vous présenter le topo en quelques mots? Une semaine avant de prendre l'avion, c'est la première fois que je viens en France, ça fait 6 ans que je suis ici à Paris, je tombe sur un reportage qui s'appelle La colline du crack, brut. La colline du crack qui se trouvait à la porte de la Chapelle, n'est-ce pas Clément? Près de l'une de nos structures, justement, l'espace de repos, où là, nous recevons les publics les plus exclus, les plus précarisés de la scène de consommation en France hexagonale. C'est-à-dire que c'est à ciel ouvert et c'est aux yeux de tout le monde, si bien que ça pose un problème de santé publique. J'ai vu le reportage à la télé. Moi, ça fait 1 semaine que je suis sorti en cure. Je dis, mais Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Je décide d'aller en France et je vois un spectacle de taudis, je vois un spectacle de grande précarité, pire qu'en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe, on avait des bidonvilles, des ghettos comme en Haïti. Mais là, ce que j'ai vu, ce n'est pas l'image que j'ai de la France, du territoire national. La Guadeloupe, on fait partie de la France, on est une colonie, un département français d'outre-mer, mais je ne m'attendais pas à un spectacle comme ça. Je n'avais pas non plus la naïveté de croire que le crack, je n'allais pas le trouver, mais pas aussi facilement. Alors, je regarde le reportage avec beaucoup d'attention. Je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Alors, pour la petite anecdote, j'ai noté le nom Porte de la Chapelle. Je monte ici pour occuper un travail à CDI. Je gagnais 4 000 € net par mois. Je travaillais à temps plein. Je faisais même des triples journées pour ne pas avoir un moment pour être dans l'occupationnel, pour ne pas avoir même pas l'esprit de consommation, parce que j'étais rigide avec moi-même. Donc, j'ai noté le truc. Je ne sais même pas si l'histoire de porte, je n'ai pas encore compris le truc du périphérique. Je suis encore en Guadeloupe. Je me dis, il faut que je note ça, et je note ce truc-là. Et pour savoir, sur mon parcours pour aller travailler, d'où j'habitais en Savigny-sur-Orge dans le 9-1, il fallait que je traverse la porte de la Chapelle pour aller travailler à Villeneuve-la-Garenne et je voyais toujours l'entrée porte de la Chapelle. Et quand je la voyais, je tournais ma tête comme ça et je continuais. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un principe que moi j'appelle l'esprit de permissivité. L'esprit de permissivité, c'est quoi? Je vais vous expliquer en 2 mots. C'est-à-dire que tu es abstinent, tu n'as pas touché pendant combien de temps, et tu te dis,
Ce n'est pas une petite trace de cocaïne, ce n'est pas une petite tape sur un joint qui va me faire rechuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 11 mois, comme ça, j'ai tenu, je passais devant Porte de la Chapelle, je ne regarde pas, je ne prends pas cette entrée-là. Et un jour, j'avais 3 jours de récupération, je me rappelle très bien, et je me dis, Pau, demain, prendre l'entrée Porte de la Chapelle pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais tout ça, ce sont les stratégies pour consommer indirectement, et là, je passe. Et l'esprit de permissivité me dit, mais Fabrice, essaie de goûter le crack à Paris, c'est quoi? Parce qu'on est abstinent, mais on demeure encore consommateur. Il ne faut pas croire que parce qu'on est abstinent qu'on est déjà sauvé. On est encore consommateur, mais en abstinence, il faut le préciser. Et là, j'emprunte cette j'entrais, mais je ne vois rien qui ressemble à la colline du Crac. Je regarde le paysage, je fais la rue de la Chapelle, Max Dormant, je monte et je descends, j'avais une voiture. Et là, je me dis, mais je ne comprends pas, je ne vois pas des gens qui ressemblent à des gens qui consomment du crack. Je connais les dégaines, les stéréotypes. Et là, je remonte, je descends, je remonte, je descends. Et à un moment, je rentre dans un endroit, je me dis, peut-être que là, il y aura ça. Et j'arrive et je vois des gens un petit peu avec des dégaines précaires. Je dis, je veux crack, 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 crack. Mais moi, je vois que le truc est hostile, les gars, parce que un an d'abstinence, il faut dire que j'ai une autre présentation de faciès, j'ai pas la tête de quelqu'un, je venais de couper mes 14 ans de l'ordre, j'ai pas la tête de quelqu'un qui fume du crack. Les mecs, ils ont eu peur pour eux, je suis un policier en civil, et ils sont en train de frapper sur ma voiture. Toi, tu veux pas de crack, sors de la bouche. Je dis, je veux du crack. Et là, ils commencent à me croire et je baisse la vitre, mais j'ai peur, hein. Je viens d'arriver en France, ça fait déjà 11 mois, mais c'est la première fois que je rentre dans un quartier pour ça. Et je vois que les gars, ils frappent sur ma voiture, ils me disent, tu veux quoi? Bouge de là. Et je baisse ma vitre, je dis, 20 euros, 20 euros. Ils me donnent le 20 euros, je goûte ça. Je n'avais pas encore l'instrument comme en France. Ici, ils fument sur des doseurs. Et je dis, eh ben, je dégarde ma voiture, je vais aller fumer sur un chantier. J'ai vu un chantier non loin de la scène où j'ai acheté le crack. Et j'ai pris une canette parce qu'il y a différents moyens de fumer le crack, hein. On peut le fumer sur des pipes à crack qu'on remet chez nous en réduction des risques. Et là, j'ai fait avec les moyens du bord. Je me suis dit, je vais acheter une canette dans une épicerie, je vais la percer. C'est une des manières aussi pour fumer le crack rapidement, mais ce n'est pas conseillé. Et j'ai fait ça comme ça, mais j'ai dit, mais le crack ici à Paris, c'est nul. Donc là, je n'ai pas encore rechuté. Je me dis, oh, c'est nul, je ne vais pas reconsommer. C'est trop nul ce truc-là ici en France. Et de fil en aiguille, 2 semaines, 3 semaines est passé, et l'idée du produit revient dans ma tête, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire que tu as envie de consommer, et c'est-à-dire que dans le crack et dans la cocaïne, la dépendance, elle n'est pas physique, elle est psychologique. Contrairement aux opiacés, Clément, ceux qui touchent aux opiacés, à l'héroïne, à la méthadone, ils ont comment vous dire, des manifestations physiques devant. Mais dans la cocaïne, il n'est pas question de ça. C'est simplement psychologique. Et là, l'idée de refaire une expérience de reconsommation me vient et je me dis, je vais emprunter la même voie et je vais leur dire, je suis déçu de ça à Paris, ce truc-là, mais c'est de la merde et tout. Et là, je remonte, et j'observe le paysage, et je vois un mec couché sur un banc. Je m'arrête en voiture, je dis, oh, yo, 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 où est-ce qu'il y a du crack? Il m'a dit, ouais, je connais un SDF vraiment précarisé, hein. Et je lui dis, grimpe dans ma voiture, une BM en passant, hein. Il me dit, t'es chaud, je peux monter? Je lui dis, oui, tu peux monter, monte. Et il me dit, je vais taper. Je lui dis, ouais, mais tu sais, votre truc de crack ici à Paris, là, c'est nul. Il m'a dit, toi, tu es un Guada, tu viens des Antilles. Ah ouais, vous connaissez le crack. Je lui dis, ouais. Il me dit, t'inquiète pas, là, je vais t'amener sur un terrain et je vais acheter le produit pour toi. Je lui donne 50 euros. Et là, je tombe sur un truc à peu près convenable dans le contexte parisien. Là, je reconsomme pour une deuxième fois. Je remets une coupure. Un mois après, je redescends. Et là, cette fois-ci, je ne suis pas satisfait. Parce que les galettes, il faut savoir que ça se vend avec un format. C'est un petit carré comme un chewing-gum Hollywood, là. La moitié d'un chewing-gum Hollywood dragé, là. Et ça vaut 10 euros. Et là, ce jour-là, je me dis, je veux encore faire une troisième expérience. Et j'achète de 10 en 10. Et de 10 en 10, quand j'arrive à la 8e, je tombe sur un produit à peu près. Et c'est de là que j'ai passé ma première nuit dehors à reconsommer. Parce que il y a une différence entre consommer à la maison et consommer en rue.
Et là, je me trouve à rester en rue et c'est de là que je tombe sur un camarade qui m'amène dans une grotte et que c'est de là que je me dis, je vais me mettre à l'abri pendant 3 jours pour reprendre mon travail, pour être présentable devant ma famille et tout, et pour me dire que mentalement, là, je suis prêt. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai augmenté les consommations. Je suis isolé dans la grotte. Lui, il va faire les courses pour moi. Et là, je suis resté 1 an et demi dans une situation de grande précarité. Mais la motivation de s'en sortir était toujours dans ma tête parce que je l'ai toujours voulu. Notamment, c'est pour ça que j'ai toujours fait des cures en étant en Guadeloupe. J'en ai fait 5 ou 6, des séjours de 3 à 6 mois dans des centres spécialisés pour la désintoxication de produits illicites. Et de là, je lui dis, Paul, mais dis-moi, il n'y a pas un endroit, parce que je ne connais pas le milieu ici à Paris, ni les centres de soins, et lui, ça fait déjà 25 ans qu'il est là, mais lui, il est dans les opéacés, il est dans le crack en plus. Moi, je ne suis pas dans les opéacés, je suis que dans la cocaïne. Et il me dit, eh ben, je t'amène dans une structure à la porte de la chapelle, Aurore, et là, tu vas rencontrer des travailleurs sociaux. Et là, en arrivant là, je vois tout un dispositif des travailleurs sociaux. Et moi, pour occuper mes journées dans le sens occupationnel, pour ne pas rester dans le squat sur le trottoir à consommer en plein Stalingrad matin, midi et soir, comme mon colocataire de squat faisait, je me suis dit, moi, je vais occuper mes journées et me mettre à l'abri en allant dans ces structures-là, ça, tous les jours. Donc, tous les jours, mon programme, c'est 7h30. Je me lève du squat, je sors du squat et je vais de structure en structure passer mes journées. Et à la fin de la journée, 17h, quand les carreaux ferment à la porte de la chapelle, j'avais une petite carte de restaurant solidaire. Je découvre tout ça ici à Paris, hein. Je vais manger restaurant solidaire et après, je dois organiser ma journée, ma manche pour pouvoir reconsommer parce que là, je ne suis plus dans une reconsommation, je suis dans une rechute. La rechute, c'est quoi? C'est la reconsommation de manière successive. Tant que tu as reconsommé de manière épisodique, tu n'as pas encore rechuté. La rechute vient dès lors que les consommations se rapprochent de manière successive et sans analyse, sans recul, qu'est-ce qui a péché, où est-ce que le mal a blessé, qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe, où est-ce que j'ai été, où est-ce que j'ai pas été vigilant. Donc, en fréquentant ces structures-là tous les jours, ces gens-là sont devenus mes collègues par la suite. Je faisais partie de la file active de Aurore, Porte de la Chapelle. Et j'entends parler qu'à un certain moment, que ouais, il y a un dispositif qui va commencer, on va recruter des travailleurs au père. Et je leur dis, c'est quoi? Ils me disent, mais tu sais, toi, tu as le profil. Mais je leur ai dit, mais depuis le départ, vous savez, j'aurais bien aimé faire partie de votre équipe, mais je ne sais pas comment est-ce que ça peut se faire qu'un consommateur travaille dans une structure pour des personnes accueillies qui ont la problématique addicto. Et ils me disent, mais justement, il y a une deuxième session là qui va s'ouvrir. Est-ce que tu veux être candidat, machin? Alors, j'ai posé ma candidature, j'ai suivi la formation. Nanani. Voilà, nous étions 10, 15 et ça faisait partie de la deuxième session. Je suis arrivé pile poil dans la deuxième session et la grande directrice Dorothée, notre boss, et la directrice Aurore, département nord-est parisien, nous dit et nous répète tout le temps, vous êtes à 15, mais il n'y aura qu'un seul qui sera retenu. Je me dis, pour 15, pour la concurrence sera. Mais au bout d'une semaine, au bout de 2 ou 3 jours, je vois que c'est là que tu vois que la problématique d'addicto, c'est quelque chose. Le chiffre commence à réduire. De 15, on commence à passer à 10 personnes de jour en jour. Je me dis, bon, c'est bon, je ne vais pas décourager. Pendant ces jours-là, ça est tombé période de jour de paye. Jour de paye, ça sous-entend quoi? Jour de paye sous-entend allocation va rentrer, sous-entend que RSA va rentrer, sous-entend que la H va rentrer. J'ai dit, hop, je vais voir ce jour-là. Là, il y a au moins 5 ou 6 qui ne sont pas venus. Donc, ça facilite encore la chose. Je dis, je tiens le bon bout. Voilà. Donc, ça va se jouer. Donc, et finalement, j'ai suivi tout le processus de formation. Et là, il faut attendre. Et là, je reçois mon affectation. On me dit que je suis admis, que c'est moi qui ai été retenu. À mon grand étonnement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais j'ai été admis et on me dit que je vais commencer. Nanani. Donc,
Tout ça pour vous expliquer le topo. Et c'est comme ça que j'ai pu intégrer l'équipe à la suite de la formation. Mais tout ça pour vous dire qu'un travailleur pair, il y a une problématique, plus ou moins, entre guillemets. Il est consommateur actif, il n'est pas abstinent. Donc, ça veut dire qu'il continue encore à toucher le produit. Deuxième paramètre qui ne joue pas à ma faveur, je ne suis pas encore hébergé, je suis en situation de rue. C'est vrai, je ne dors pas dans la rue, je dors dans un local. Mais je suis en grande précarité parce que je vis comme un tortue ninja sous la rue. Donc, la directrice me dit, Fabrice, tu es retenu, mais tu sais quoi? Le seul hic, et elle répétait ça pendant tout le truc, il y a une condition sine qua non, la personne qui sera retenue devra être dans un hébergement. Donc, ce qui sous-entend que ceux qui ne sont pas hébergés ne doivent même pas penser à être admissibles. Et voilà, elle me dit, bon, ben Fabrice, mais ton profil nous intéresse, on va trouver une solution pour ça assez rapidement. Là, je vais dévoiler un truc de ma vie privée, je suis VIH+. Et ils me disent, pour Fabrice, on n'avait pas encore regardé sur ce terrain-là, mais ça va aller très vite pour toi. Je vais passer un coup de fil là. Et on m'a présenté l'équipe. J'ai rencontré les gens, je me suis présenté, j'ai la faculté de m'exprimer assez facilement. Et là, j'ai expliqué mon profil, mon parcours. Ils m'ont dit, c'est bon pour nous, vous serez hébergés dans 2 jours. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que je fasse partie de l'équipe. Voilà. Tu étais en ACT, c'est ça? Donc, j'étais en ACT, donc appartement, coordination thérapeutique. Voilà. Donc, il faut avoir, pour entrer dans ce dispositif, il faut avoir la problématique addicto, mais il faut avoir une pathologie lourde à côté. Et j'étais éligible, je suis VIH+, depuis 15 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, de là, j'intègre l'équipe, nanani, nanana, tout se passe bien. Mais j'ai oublié de préciser qu'à l'époque où j'ai intégré l'équipe, c'était au moment du démantèlement. Je ne sais pas si vous savez, il y avait un moment, une scène de constat à ciel ouvert près du périphérique, porte de la Villette, où on voyait tous les gens, tout en passant près du périphérique, on voyait plein de gens sous des tentes qui consommaient. C'était au moment du démantèlement de ça. Et au même moment, moi, je rentre à l'espace de repos de la porte de la Chapelle. Donc, il faut savoir qu'on avait une file active de 350 personnes par jour. L'État français a décidé qu'il démantèle la scène de conso à ciel ouvert qui était autorisée pour les usagers de crack. Mais il faut recevoir ces gens-là. Et ils sont dépaysés parce qu'ils n'ont plus la scène de conso, qui est un lieu convivial pour eux pour consommer, où le produit est sous la main, parce qu'il faut savoir un autre truc, je ne sais pas, je vais vous rentrer dans des détails, ce qu'on appelle les modus, c'est-à-dire les dealers de crack du nord de l'Afrique, c'est ça? Et c'est eux nord-ouest, ouais. Et c'est eux qui détiennent le caillou, la fameuse galette que tout le monde veut consommer. C'est des dynasties sénégalaises essentiellement qui possèdent ce produit et qui le mettent sur le marché. Donc, tous les consommateurs les plus précaires qui sont en rue, qui dorment sur comment on appelle ça, les trucs de chauffage à terre, ceux qui dorment vraiment les plus précarisés, ce qu'on appelle l'appellation de schlag. C'est eux qu'on retrouve essentiellement sous ce genre de scène de conso. Nous, on a eu ça en pleine figure, pour ne pas dire le gros mot, on a eu ça en pleine figure, de plein fouet. La police nationale même les embarquait par bus et les orientait vers chez nous. Mais moi, j'étais déjà connu des scènes de conso, les consommateurs connaissaient déjà mon visage, les travailleurs sociaux. Donc, c'était facile pour moi d'intégrer l'équipe et j'ai été admis par les usagers et aussi par l'équipe professionnelle de manière instantanée, si je puis dire. Donc, deuxième particularité, le consommateur actif, mais quel est peut-être l'intérêt, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir un travailleur pair au sein d'une équipe? L'intérêt, c'est que lui, il est déjà connu. Ouais, tu vois? Donc, partant de là,
il a un sens de communication et de lien qui est plus facile avec les usagers de drogue. Je te laisse poursuivre Ok. sur ton diapo. Ouais. Moi, je parle en live, je ne suis pas dans... Voilà. Tu as pris un peu d'avance, Fabrice, sur la question du retour Très bien. d'expérience. Mais la question, voilà, c'était je me permets juste de revenir sur le slide d'avant. La question, qu'apporte le travailleur pair pour une structure? Globalement, on se pose parfois cette question-là du travailleur pair. L'une des raisons, ça peut être cet atout de pouvoir mieux répondre aux besoins du public accueilli. Ça peut être, voilà, le fait de comprendre et d'avoir vécu ça, il y a parfois une meilleure compréhension. Favoriser la mise en relation des personnes éloignées des dispositifs. Cette personne relais, ce fameux, souvent il y a un fossé qui existe entre des structures en tout cas nous, les scènes de consommation. Faire venir une personne d'une scène de consommation dans une structure, c'est déjà un défi. Alors parfois d'avoir un collègue travailleur pair fait ce lien. Cette relation favorise cette relation privilégiée. Ça permet de favoriser la reconnaissance de l'expertise des usagers. Donc là, je lis un peu le slide, mais c'est facile. Mais en gros, il ne faut pas oublier que les usagers, ils ont aussi une expertise. Moi, quand j'ai débarqué en Addicto, j'y connaissais rien du tout. Je savais même pas qu'on pouvait injecter de la cocaïne. Voilà. C'est les usagers qui m'ont tous appris. À un moment, faut accepter d'être humble et à un moment dans ce milieu-là, en fait, les usagers et les travailleurs pairs sont aussi viennent nous former aussi, directement. Ils développent l'implication des usagers et le pouvoir d'agir. Donc c'était le truc que je parlais tout à l'heure, le pouvoir d'agir si important. Et en fait, les travailleurs pairs arrivent à porter ça et sont la preuve vivante de ce pouvoir d'agir, si je peux me permettre. Alors, moi, ce que je vais pouvoir dire sur ça, Ouais, pour vas-y. essayer ce que tu viens de dire, Clément, avec mon langage. Le travailleur pair, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte son savoir, il est expérientiel. Parce que lui, il l'a vécu en plein dans le mille. Il a vraiment côtoyé ce genre de milieu, ce genre de terrain et tout ce qui en découle. Qu'est-ce qui en découle? Il en découle la représentation de la société sous le fumeur de crack, qui est un sale toxico, un sale schlag. Il en découle d'être pointé du doigt. Il en découle d'être exclu totalement de la société. Il en découle qu'il est mis à l'écart. Tout ce qui est de négatif, c'est le consommateur de substances illicites, mais surtout le mot crack. Le mot crack, même dans sa sonorité, quand on entend le mot crack même, il faut l'avouer qu'il y a une consonance dans le mot. Quand on entend le mot crack, ça renvoie à quelque chose qui est assez, comment vous dire, hostile, sincèrement. Donc, qu'est-ce qu'il amène? Il amène un savoir-faire, mais qui est expérientiel et qu'il met au profit de l'équipe des professionnels, je vais qualifier de lambda. Lambda pour les différencier du travailleur pair, ils ne connaissent pas de plein fouet la consommation du produit. Ils reçoivent, c'est vrai, les profils, ils reçoivent les usagers de leur file active, mais ils ne connaissent pas tout ce qui en découle de manière concrète. Donc, nous, ce qu'on amène, on amène une certaine plus-value au sein de l'équipe, notamment pour les usagers, mais aussi pour l'équipe professionnelle. Nous travaillons dans une complémentarité. Eh ben, ça tombe bien que tu parles de l'équipe, puisque c'est aussi qu'apporte le travailleur pair à l'équipe. Moi, je voulais soulever le fait aussi que ça fait évoluer les représentations sur les usagers. Souvent, on a plein de représentations, et même si on veut se déconstruire nos représentations, en fait, il y en a toujours certaines qui résistent. Et d'avoir un collègue consommateur permet aussi, travailleur pair, mais pas que consommateur, hein, mais permet aussi de faire bouger ces représentations. Ça amène de la polyvalence, de la complémentarité. Et ils ont aussi une approche différente. Le fait tu parles souvent, toi, de traducteur. Exactement, d'interprète, de passeur, Ouais. de plat, de pouvoir de transmission, tout ce qui s'apparente à ça, de lien. Et c'est-à-dire que aussi, d'avoir un travailleur pair dans l'équipe facilite ce qu'on appelle le aller vers et facilite aussi la mise en lien. La relation éducative. Exactement. C'est d'autant plus facile car il connaît déjà les gars le connaissent, il y a un certain langage.
le gars va se dire, bon, mais il y a un mec dans l'équipe là, bon, je ne sais pas. Pour vous donner une anecdote, il y a des gens qui me demandaient, mais dis-moi, l'employeur ne sait pas que tu consommes. Tu travailles ici, mais bénévolement, je n'ai pas payé. Et moi, c'était jouissif pour moi, hein, je ne répondais pas. Mais c'est pour vous dire comment j'intriguais. Ma présence dans l'équipe intriguait si bien qu'ils pensaient que j'étais un bénévole. Et je les laissais croire que j'étais un bénévole, je jouais avec ça. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, ça facilite le lien et ça aussi, Ouais. ça, quelque part, notre présence humanise aussi, humanise et toutes les idées reçues qu'on a du consommateur de crack essentiellement. Rendre un peu plus d'humanité dans ceux qui s'apparentent aux toxicos stigmatisés, qui sont déjà assez stigmatisés comme ça. Ouais. J'en profite pour continuer. On a un peu tiré niveau temps. On va essayer de condenser. Il y a questionner les pratiques, faire évoluer l'accompagnement. Je parle de ça dans le sens que, en fait, on a aussi tendance à être entre travailleurs sociaux, à avoir ce rapport-là où indirectement on se confirme les uns les autres. Dans notre accompagnement, et des fois avoir un travailleur pair, c'est ce pas de côté qui peut être un atout. Proposer ou faire émerger des solutions innovantes, je trouve ça ultra intéressant. En fait, on a tendance à reproduire nos trucs. Combien d'éducs font des ateliers théâtre, font de la peinture? Alors, je dis pas que c'est mal, hein, c'est pas du tout ça. Mais on a tendance à uniformiser nos pratiques. Finalement, un travailleur pair vient proposer d'autres approches, d'autres solutions qui sont propres à son savoir expérientiel. Et ça fait bouger les lignes. Et ça, c'est ultra chouette dans une équipe. Je vais rapidement. Que permet le travailleur pair pour les usagers? Trouver un interlocuteur qui lui ressemble. Et en fait, ça, c'est extrêmement important. Moi, le nombre de fois en tant qu'éduc, on m'a dit qu'est-ce que tu me parles de soins en addicto? T'as jamais consommé? Qu'est-ce que t'en sais? Moi, j'avais cette petite phrase bateau à dire il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes de cœur pour être cardiologue. Donc, mais ça n'a pas le même raisonnement. Enfin, c'est un peu bête comme ça, mais ça n'a pas ça a pas le même écho. Alors que là, un travailleur pair, eh ben, il se passe quelque chose de différent en termes d'identification. Ça facilite la compréhension du fonctionnement de la structure. En fait, pouvoir, dans le dialogue avec les usagers, le travailleur pair, souvent il y a un entretien d'inclusion dans nos structures. Quand tu arrives et que le travailleur pair explique comment elle fonctionne la structure, le travailleur pair sait ce qu'il faut faire. Enfin, si on reste sur personne de contact, les trucs comme ça, en fait, le travailleur pair, il a parfois ce petit truc, ce petit regard, et parfois se rend compte de choses que nous, on ne voit pas. Ils ont un regard sur ça, et en fait, dans la relation à l'autre et dans l'explication de la structure, il se passe quelque chose de complètement différent. Ils apportent une plus grande disponibilité des équipes. En fait, si on a des fonctions, des métiers différents et voilà, en fait, ils ont. Moi, j'ai souvent tendance à dire que l'éducateur, c'est le technicien de la relation. Le médiateur, le travailleur pair, c'est aussi un technicien de la relation, mais une relation différente. Et en fin de compte, il va pouvoir débloquer sur certaines choses. Nous, on va pouvoir se concentrer sur d'autres et on va pouvoir créer quelque chose et finalement être complémentaires. Apporter une plus grande disponibilité des équipes, donc voilà. Faciliter les relations avec l'équipe, la structure, la fonction de médiateur. Il y a quelque chose qui. Souvent, moi, je vois sur le CARUD, au centre d'accueil, on a parfois des gars qui explosent, parfois à balle de conso ou peut-être en état de manque, mais il se passe des épisodes un peu parfois de violence. Et souvent, ils sont repris. Enfin, voilà. Et donc, on a un entretien de conciliation. Souvent, c'est deux professionnels pour recevoir la personne, lui signifier qu'à un moment, bah, c'est pas foufou ce qu'il a fait. Et en fait, le fait qu'un travailleur pair puisse venir et qu'il puisse aussi déjouer en fait, en fait, moi aussi, je consomme. Enfin, à un moment, c'est pas parce que tu consommes que tu es obligé d'éclater. C'est pas parce que tu consommes, voilà. En fait, regarde, enfin, là, à chaque fois que je viens travailler, je suis aussi consommateur. Et pour autant, ça m'empêche pas de prendre en mal mon patient. Prendre en patience mes difficultés, tout ça, et de jouer quelque chose d'autre. Et en fait, moi, j'ai des souvenirs d'un des messieurs qui venait régulièrement, qui éclatait, qui faisait tous les 3 mois, à un moment, l'équipe était complètement épuisée de cet accompagnement-là. Et qui venait à chaque fois à l'entretien de conciliation avec des grosses larmes de crocodile. Je suis qu'un toxico, c'est pour ça, etc. Et un collègue travailleur pair lui dit moi aussi, je suis consommateur, bon, on arrête 5 minutes.
Euh, Exactement. c'est pas une question de consommation, c'est juste là, enfin, je veux pas être vulgaire, Avoir mais des il va chiens. falloir que et finalement, ça a permis de switcher quelque chose. Voilà. Favorise aussi la participation au fonctionnement de la structure. Souvent, on parle des CVS, Conseil de vie sociale. Le truc obligatoire 2022, je pense qu'on a tous un peu eu le droit à ça. Souvent, un peu de difficulté à le mettre en place, mais quand c'est les travailleurs pairs qui les portent, en fait, ça n'a pas la même portance. Ils ont un écho qui est différent et l'investissement, nous, nos centres d'accueil, hein, tu es quand même d'accord? Exactement. Alors, Ouais. pour pouvoir illustrer ce que tu dis, il y a un dispositif, un protocole chez nous, particulier chez nous, qu'on appelle le processus d'inclusion, c'est-à-dire que l'usager, la personne accueillie vient dans la structure, mais il y a une particularité. Pour être admis dans la structure, pour être une personne accueillie et faire partie de notre file active, il faut que tu sois un consommateur. Mm. On a des collègues, effectivement, ils connaissent tout le truc, la théorie, ils ont aussi une expérience professionnelle, ils reçoivent déjà depuis des années des usagers, nanani, Mm. il n'y a pas de problème. Mais la particularité pour pouvoir vérifier que c'est réellement un consommateur, parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais rentrer dans un petit détail. Il y a des consommateurs ou des non-consommateurs, des NC, et ils viennent chez nous, mais pour profiter des avantages que les consommateurs ont. Alors qu'il y a des subventions qui sont allouées spécialement pour les Mhm. structures en addicto, et on doit être focus là-dessus pour savoir est-ce que cette personne-là est réellement consommatrice de crack. Parce qu'il y avait un moment, un dispositif plan crack, de l'argent qui était alloué pour s'occuper des problèmes d'addicto, mais spécificité crack. Et on s'est rendu compte qu'il y a des modos, il y a des dealers, ils veulent venir chez nous, eux, ils ne consomment pas. Non, non. Donc, l'expertise d'un travailleur au pair, il apporte tout son expérientiel pour savoir comment il va mener l'entretien et pour pouvoir avoir des billes, des pistes pour savoir si réellement la personne est consommatrice de crack. Il- Donc il- là, vraiment, il avait toute sa place à ce moment-là dans le processus d'inclusion Hmm, ou encore dans les complètement. processus, comme tu appelles, de conciliation. Hmm. Globalement, les travailleurs pairs, ils ont du nez, hein. Ouais. Enfin, On a des grilles de lecture. Moi, personnellement, je les ai Et savoir qui de est qui. manière exactement. on- Tu ne on- vas pas nous berner, tu ne vas pas me berner à ce niveau-là. et Ouais. nous, on veut rester aussi sur quand même de quelque chose, sur un accueil inconditionnel et Inconditionnel. basé un peu sur du déclaratif. Et en fait, on se retrouve, Ouais. nous, on est vraiment à la goutte d'or. Il faut s'imaginer la structure goutte d'or. On a à Barbès tous les vendeurs de cigarettes qui ne sont pas consommateurs, qui espèrent avoir un hébergement. Enfin, ça fait Ouais. partie quand même du Du droit français. processus. Mais en soi, ils essaient de passer. Tu vas avoir les yeux. Ils toquent aux portes pour essayer de trouver une solution pour eux, hein. Enfin, c'est humain. Mm. Mais nous, les orientations qu'on a sont spécifiques pour consommateurs. Et on se retrouve avec parfois dans la file active des personnes qui ne sont pas consommatrices. Et on se retrouve parfois dans des situations un peu plus compliquées. Et puis, les dispositifs d'accompagnement sont spécialisés consommateurs. Et voilà, c'était pour le petit truc. Et une petite truc en plus, qu'apporte la paire aidance aux travailleurs pairs? Ça, c'est un truc souvent un peu. Voilà. Moi, je fais un peu le parallèle aux travailleurs sociaux. Souvent, qu'apporte le travail social aux travailleurs sociaux, c'est une vraie question. Mais voilà. Bah, finalement, être travailleur pair, ça permet de prendre du recul sur son propre parcours. Mm. Ça valorise et mobilise son expérience d'usager. En fait, souvent, quand on a fait 10, 15 ans de consommation, qu'on arrête un peu tout ça et qu'on veut sortir un peu la tête de l'eau, et on a ce sentiment-là qu'au bout de 15 ans, en fait, on a perdu 15 ans de notre vie, comme si c'était un échec. Et là, c'est une manière un peu de recycler une expérience, le voir sous un autre angle et de se dire, en fait, c'est juste un passage de la vie, une expérience qui est certes sûrement douloureuse, mais on peut en faire quelque chose. Et, euh, et sur cette grande question de rétablissement, en fait, on arrive à apporter quelque chose. Je peux Ouais, vas-y, complète. intervenir à ce niveau-là. Mm. Donc, moi, comme je le vis concrètement, il faut savoir que quand tu fumes le crack, toute perspective, toute projection dans l'avenir, c'est nada, il n'y a pas ça. Sincèrement, je vous parle, c'est pas.
c'est pas utopique ce que je veux dire, c'est vraiment concret. L'addiction est tellement forte, le principe actif est tellement puissant comparé à la cocaïne qu'on sniffe. C'est le même produit en principe actif, mais la montée est plus forte, donc l'accroche est d'autant plus forte. Donc, le fumeur de crack, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche ce qu'ils appellent l'effet, ils appellent kiff, hein, le fait de tirer, de prendre la prise, l'inhalation du crack. Il recherche le kiff du premier jour. C'est-à-dire, il est constamment à la recherche de cette sensation de plaisir qu'il a reçue de plein fouet la première fois où il a expérimenté le produit. Donc, pour pouvoir retrouver ce truc-là, à chaque fois qu'il va absorber, qu'il va annihiler la bouffée de crack, de cocaïne inhalée, il y aura un pic de sensation de plaisir qui va monter très, 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 très fort et après il va se retrouver dans une descente qui est fulgurante. Mais aussitôt, il veut retrouver le pic. Donc, constamment, sa journée se passe à kiffer, kiffer, tirer, tirer, inhaler, inhaler, fumer crack, et à courir derrière ça toute la journée, tous les jours, toute la semaine, 365 jours, le fumeur de crack de manière classique et de manière à ce qu'on voit comme à la porte de la chapelle notamment, c'est courir derrière ça. Toute la journée, tu n'as pas d'avis, tu veux retrouver le plaisir, donc tu cours. Et d'autant plus que celui qui consomme, parce qu'on a différents styles de profil de consommateur. Le consommateur de crack qui fume, qui consomme, mais qui est en situation de grande précarité, qui est en position de sans domicile fixe, qui est en position de grande exclusion, sa déchéance est d'autant plus forte parce qu'il n'a rien d'autre que l'approche. C'est comme un antalgique pour lui. Sa seule raison de vivre, c'est le caillou. Et nous avons d'autres styles de consommateurs qui essaie en tout cas d'avoir une vie à côté, qui essaie tant bien que mal de pallier, de se dire, bon, je vais consommer après le travail, mais ce n'est pas facile à faire. Moi, par exemple, pour le dispositif de travail au père, ça faisait peut-être 5 à 6 ans, 7 ans que je n'avais pas travaillé. Parce qu'en fumant le crack, je suis déjà dans un contrat de travail, mais ce soir, j'ai consommé. Demain soir, j'ai consommé. Je ne me sens pas capable, sous effet, d'aller me présenter devant mon employeur. Moi, pour ma part, c'était ça mon problème, hein. C'est-à-dire que je fais une consommation aujourd'hui, ce soir-là, je fais une consommation demain soir, je me dis, merde, les effets sont encore sur moi, je n'ai pas dormi, on regarde la tronche que j'ai, comment je vais faire? Et surtout, je travaille dans l'étude de commerce, donc tu es en présence de personnes, de public, de consommateurs, donc je ne me sens pas capable d'affronter les gens, même pas de leur regard. Le fumeur de crack, le plus souvent, il va toujours dévier son regard. Quelqu'un qui consomme de la cocaïne, généralement, surtout en forme de crack, vous allez remarquer qu'il ne vous regarde pas droit dans les yeux. Parce qu'il est sous effet, la sensation est tellement forte que voilà. Donc, ça t'empêche de pouvoir tenir un travail. Moi, j'ai perdu beaucoup de contrats de travail comme ça, même des CDI. À chaque fois, je me cassais la gueule à cause de consommation de cocaïne et de crack. Si je me permets, pour revenir un peu sur la paire aidance et ce qu'apporte la paire aidance au travailleur pair. Alors, qu'est-ce que ça apporte? Moi, Ouais. qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, ça casse le truc les idées reçues comme quoi, ouais, lui, c'est un sale toxico, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas faire ci et ça. Ça vient casser ce genre de tabou. Deuxièmement, le fait de retourner dans une posture salariale, ça m'a apporté une sorte de revalorisation. Donc, revalorisation qui sous-entend quoi? Tu retrouves une estime de soi. J'ai retrouvé une estime de soi, je suis fier de me lever le matin, de me préparer, d'aller travailler, de me regarder dans une glace, aller travailler pour aller pointer et pour entamer mon poste de travail chaque jour. Troisième chose, ça m'apporte aussi le fait d'être un exemple aussi pour les personnes même accueillies. Parce qu'au bout d'un moment, il se dit, bon, mais finalement, je pensais que je ne l'aurais plus vu sur les scènes de conso. Je l'aurais plus vu peut-être venir acheter sa petite galette.
Mais je vois qu'il continue, en fait. Mais comment il arrive à faire ça? Comment il arrive à pallier consommation? Comment il arrive à pallier être au travail, avoir la posture salariale, ce qui est très important. Donc, ça vient casser ce genre de choses-là et tout ce genre de trucs. Et tu sais aussi je ne dirais pas d'exemple, parce que les consommateurs, bien souvent, ils me disent, mais comment tu fais? Je dis, mais tu sais, je suis dans les mêmes interactions que vous, hein, les mecs, hein. Mm. Faut pas croire que je suis sauvé. Il me dit, ah ouais, mais tu consommes encore, mais quand tu arrives à venir travailler, comment tu arrives à faire ça? Oui, j'arrive à travailler. Mais il faut savoir que le consommateur, il a différentes périodes. Il a différents trucs. Donc, ça demande une certaine gestion, un certain équilibre, une certaine maîtrise, pas de contrôle, mais une certaine gestion de ses consommations pour pouvoir allier vie de consommation et vie professionnelle. Voilà. Je me permets, on va être un D'accord. peu, j'arrête un peu niveau temps, donc je vais aller Ouais. vite. Bon, en tout cas, se mobiliser, se responsabiliser sur un projet, ça aussi, ça fait partie Exactement. qu'est-ce que la pérédance, acquérir de nouvelles compétences, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi cet Ouais. accompagnement-là. Acquérir une expérience professionnelle pour certains qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, ça peut être aussi une manière de remettre le pied à l'étrier. Ouais. Oui, la socialisation, il y a plein de facteurs qui jouent, hein. Voilà, il y a tout plein d'enjeux aussi qui se passent. Mhm. Je vais aller un peu vite. Le projet Pérédance à Ego, chez nous, à Espoir Goutte d'Or, il se compose de... Les travailleurs pairs bénéficient initialement d'un contrat 6 mois, renouvelable une fois, 24 heures semaine. Les travailleurs pairs intègrent les équipes au même titre que les autres professionnels du CARUD. Ils ont un statut, enfin, un contrat comme tous les autres collègues. Ils sont reconnus en tant que collègues. Il n'y a pas, ce ne sont pas des sous-collègues. Et ça, j'insiste dessus parce qu'on a tendance à. Souvent, les travailleurs pairs sont utilisés un peu comme des tokens. Ah, on a un travailleur pair, on respecte la mouvance, la mode. Voilà. Et nous, à Ego, on a fait le choix de recruter que des personnes qui sont issues de notre file active. Alors, Ego, pour histoire, on a 3 CARUD, 2 XAPA, une équipe de formation, une équipe mobile, des structures un peu expérimentales. On a des trucs un peu tout ça sur Ego, juste le périmètre Ego. Et on travaille en plus avec d'autres dispositifs. Et globalement, si on fait la somme de tous les suivis, on est quasi à 5000, si je dis pas de bêtises, suivis. Alors, quand je dis 5000, il y en a qui ont fait le tour de toutes les structures, ils sont comptabilisés Ouais. partout. Donc, Exact. faut aussi, voilà. Et puis, comme c'est anonymisé, en fait, il y en a qui vont s'appeler Nicolas Sarkozy à tel endroit et à l'autre endroit, c'est François Hollande. Et c'est très marrant, mais ils n'ont pas le même nom. C'est du déclaratif. C'est que du déclaratif. Et on insiste dessus. Pourquoi j'ai sorti ces noms, je ne sais pas. Donc voilà, on est issu de donc, la file active et historiquement, Ego, ça s'est construit dans cette idée de santé communautaire. À la Goutte d'Or, Ego, ça a été créé par les habitants du quartier, avec les consommateurs, avec le pharmacien et dans les années, je crois, 87. Si je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises, mais ça a émergé en fait initialement de là et vraiment d'une santé communautaire. En fait, c'était l'épidémie autour de l'héroïne, du sida, il y avait tout plein d'enjeux autour de ça. La Goutte d'Or était un lieu justement où c'était vraiment l'hécatombe. Et pour autant, à la Goutte d'Or, c'est un quartier très vivant où il y a un maillage associatif très fort. Et c'est de là où a émergé en fait Ego. Et on voulait se rapprocher aussi de cette idée que, initialement, c'est de la santé communautaire. Et pour se rapprocher pour se rapprocher au plus près des consommateurs, en fait, qui mieux que les consommateurs eux-mêmes. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et en même temps, les bénéficiaires d'Ego, ce sont aussi les experts du territoire. En fait, on travaille sur un territoire et ils connaissent même mieux que. Alors, moi, j'habite en Seine-et-Marne, hein, pour la petite histoire. Le nord-est parisien, oui, je connais, j'y travaille, mais qui mieux que eux pour connaître tous les recoins de Stalingrad, la Chapelle et autres. Enfin, il n'y a pas mieux qu'eux. Donc on fait des contrats normalement 6 mois renouvelables une fois. Bon, on a eu quelques exceptions, Fabrice en fait partie, hein. Au bout de 4 ans, on a bien compris qu'on a fini les 6 mois depuis longtemps. Mais quand ça se passe bien, il faut aussi le reconnaître. Pourquoi pas prolonger. Voilà. Travailleurs pairs bénéficient d'une réunion des travailleurs pairs
hebdomadaire. Donc, en fait, moi, j'anime cette réunion tous les lundis après-midi avec tous les travailleurs pairs qui sont sur les différentes structures d'ego où on fait, j'ai pas la prétention de faire de l'analyse de pratique, mais une réunion où ils peuvent exprimer les difficultés, leurs victoires, leurs questions de positionnement. Et on vient travailler un peu ces questions-là sur une réunion chaque semaine, qui sont compris dans leur temps de travail, hein. Enfin, ils sont payés pour venir à ce temps-là. Ils ont un espace propre c'est un espace propre à ses salariés afin de faire évoluer tout ça. On prépare aussi le projet professionnel post-contrat, parce qu'on sait très bien qu'on a des CDD de 6 mois renouvelables une fois. L'idée, c'est de pouvoir aussi se dire que ça peut être aussi une marche vers autre chose. S'ils souhaitent reprendre une formation. Enfin, je sais qu'il y a souvent cette idée-là chez certains de faire une formation d'éducateur. Et pourquoi pas, hein, mais en gros, l'idée, c'est aussi de les accompagner là-dedans. Et souvent, l'accompagnement socio-éducatif, d'où ma place parfois de faire, alors socio-éducatif plutôt social, hein, les fameux DALO et autres, j'en ai fait. Mais voilà. L'accès au droit. L'accès au droit, tout simplement. Et parfois, je me mets en lien avec les autres, les structures d'accompagnement qu'ils ont, les structures d'hébergement. Et en fait, ma place est un peu à part des Carudes. Je suis dans aucune équipe. Je suis sur toutes les équipes, c'est comme ça que j'aime bien le dire. Je gravite, je suis un peu un satellite. Et en fait, de ne pas être intégré aux équipes fait aussi que ces réunions et ce temps-là qu'on a ensemble, je n'ai pas une posture de collègue classique, si on peut dire, et ça permet de décaler ce truc-là. Ouais, parce que Ouais, toi, tu vas-y. te trouves comme un genre comment dirais-je, d'électron libre. Voilà. Donc, mais ce que tu viens de dire là est très important en parlant de l'encadrement pour recevoir le travailleur au pair. Mon Ouais. collègue Clément Riva, lui, il est coordinateur travailleur au pair. Donc, il a un poste spécialement pour s'occuper des travailleurs au pair qui sont sur nos différentes structures et de tout ce qui est de leur insertion professionnelle, de tout ce qui est de leur réorientation de formation et de sous ce genre de volet. Le rendez-vous hebdomadaire est très important. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc avant-hier, nous étions trois. En réunion, ouais. Lundi. Nous en avons plus que toi, hein. Mais nous étions trois travailleurs au pair en réunion avec Clément. Et c'est le lieu et c'est l'endroit où on peut parler, comme tu as dit, de nos victoires, de nos ressentis, de nos sensations dans l'équipe. Est-ce qu'on se sent bien intégré? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est ton ressenti? Comment ces jours-ci, peut-être, c'est l'endroit aussi de parler, est-ce que tu arrives à gérer tes consommations ces jours-ci et à allier les deux volets conso et travail posture salariale, parce que la posture salariale, c'est très important. On aurait tendance à croire que le travailleur au pair, c'est toujours lui qui va arriver en retard, qui aura toujours le plus d'absence. Et des fois, et le plus souvent, lui, il est au taquet. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à la porte de la chapelle, il n'était pas permis, pour moi-même, je me mettais la pression qu'aucun collègue n'arrive avant moi. Parce que je sais que moi, on aura les yeux focus sur moi. Dans ma tête et dans ma conception, dans mon système de pensée, l'équipe va surveiller. Ah, Fabrice, il va arriver en retard, il a dû continuer, il a dû faire nuit blanche, peut-être à Stalingrad hier au soir, ou bien il ne va pas venir. Eh bien non, je suis là. Ça fait déjà 15-20 minutes et je vois tous les collègues arriver. Voilà. Donc, on vient casser tout ce genre de tabou, de stigmatisation. Merci. Voilà. Donc, c'est l'endroit. Il faut savoir aussi que, bon, je vais parler de mon cas plus précisément. Excusez-moi, peut-être que tu vas trouver que je... Non, non. Non, Mais le consommateur, en général, il a différentes phases. Moi, je me rappelle qu'à mes débuts, quand j'ai commencé à la porte de chapelle, j'étais up, comme ça. Toujours au taquet, toujours assidu, toujours ponctuel, au four et au moulin, toujours volontaire pour tout. Mais il y a des périodes, comme il y a des périodes dans la vie de tout un chacun, et surtout avec ce qu'on appelle la consommation, il y a des périodes de up, il y a des périodes de down. Clément, toi-même, tu sais, j'ai eu des périodes de down où moi, si j'ai consommé hier soir, mais vraiment de manière compulsive, et que le jour,
que ma consommation, peut-être je commence à travailler, disons, à 10 heures, j'ai acheté galette hier soir à 22, 23 heures, je suis ressorti plusieurs, parce que c'est ça la vie de consommateur de crack, hein. Tu ressors toute la nuit, tu vas repêcher, tu vas reprendre, le jour c'est ouvert et il faut aller travailler, là maintenant. C'est pas tout le temps que tu as la force mentale de te dire, je viens de tirer un dernier qui vient une demi-heure là, je dois prendre ma douche et aller travailler. Surtout, tu es cramé, les consommateurs même vont voir que tu es sous effet de produit. Tes collègues même vont voir que tu es sous emprise de produits. Donc, il faut savoir psychologiquement, savoir gérer tout ça. Et ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à le faire. Donc, les réunions hebdomadaires sont très importantes et c'est le moment de parler de tout ce genre de difficultés, de Ouais, problématiques. Je te donne le relais. ça va. Eh ben, c'est assez chouette que tu parles de ça et la place dans l'équipe. Souvent, en fait, sur les travailleurs pairs, la grosse difficulté, c'est pas les travailleurs pairs, c'est l'équipe. Ouais, je tacle un peu ça. Mais souvent, en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. En fait, on n'est pas forcément formé, en tout cas moi formé d'UXP, hein, pas forcément formé aussi qu'est-ce qu'un travailleur pair. Ils ont souvent une approche différente qui peut paraître, ouais, qui peut paraître profane. Enfin, il y a quelque chose de particulier. Et en fait, souvent, on ne sait pas trop comment accueillir un travailleur pair. Et c'est là où souvent on met le collègue en difficulté. Et en fait, souvent, je pense qu'avant accueillir un travailleur pair, il faut se poser plein de questions. Alors moi, mon rôle, c'est aussi d'accompagner les autres équipes à accueillir des travailleurs pairs. Il y a toujours du turnover, hein. On sait que la réduction des risques, c'est aussi un milieu un peu compliqué. Et donc, les équipes ont parfois du mal à durer. Euh, oui. D'ailleurs, Ouais, là, ça va bien en ce moment. Mais il faut aussi accompagner les collègues sur l'accueil d'un travailleur pair. Qu'est-ce que ça correspond? Quelles sont les compétences qu'on attend d'un travailleur pair? Si tu t'attends à un travailleur pair pour faire des démarches administratives, en fait, il fallait que tu prennes un travailleur social éduc, AS ou peu importe. Mais c'est pas ce qu'on attend d'un travailleur pair. Euh, voilà, il y a plein de questions qui peuvent se poser. J'ai listé quelques questions qui sont assez récurrentes. Dans quel domaine peut s'inscrire la pérédance? Quels sont les apports pour la personne accueillie? C'est plein de questions qu'il faut se poser en équipe et essayer de définir un peu en amont ce qui va en découler. Et puis le réajuster avec le travailleur pair. En fait, le travailleur pair aussi, il est capable de dire, bah, à un moment, en fait, là, on est un peu décalé par rapport aux besoins des usagers et on réajuste. Et c'est extrêmement important. Donc voilà. Je vais à peu près m'arrêter là-dessus. Ah oui, s'il y avait des questions sur les perspectives d'avenir dans le travail social, parce que je pense que la pérédance, pour moi, c'est un métier d'avenir. Et vu la crise que traverse le médico-social. ah, Ouais. complètement. Et est-ce que c'est pas un bout de réponse aussi à ce qu'on vit quand il y a la crise des vocations? Enfin, je vois là, on est à l'IRTES Montrouge. On se rend compte aussi sûrement qu'il y a de moins en moins de candidatures pour rentrer en formation. Moi, je me souviens à une époque, ils n'étaient pas forcément très nombreux, ceux qui venaient de sortir du bac en formation d'éduc. Maintenant, on n'a que du post-bac. Enfin, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Et en fin de compte, cette crise des vocations, est-ce que la pérédance n'est pas aussi une manière de peut-être davantage mieux répondre aux besoins des usagers, tout en faisant muter nos structures du social, du médico-social pour peut-être un meilleur travail social. Mais je vais m'arrêter là et je pense qu'il y aura tout plein de questions qui vont tourner autour de Ouais. ça. Et voilà. Merci beaucoup, Clément Et et voilà. Fabrice, hein, pour vos interventions. On va donc maintenant faire un espace d'échange. Donc, merci. J'avais plusieurs petites remarques, bon, rapides, après je donnerai la parole. Déjà, une première enfin, une question. La place du genre, est-ce qu'il y a des femmes travailleuses paires? Et comment ça s'est mis en place? Et comment tu travailles avec enfin, oui, s'il y a des femmes travailleuses paires, c'est ça, mais s'il y a des femmes toxico, et toi, comment tu travailles avec elles, Fabrice? Alors, pour répondre à la question, il y a pas de, comment dire, la question de hommes et femmes, oui, effectivement. Justement, moi, j'ai eu pendant 2 ans une travailleuse pair comme collègue. Hum, Effectivement, ça s'est très, très bien passé. Elle était dans une autre structure que moi parce qu'elle était une ancienne injectrice d'opiacés, de choses comme ça.
sa voie de consommation était plutôt en forme d'injection avec les seringues et tout ça. Donc, on l'a placé dans un autre dispositif que nous avons dans le 9.3, qui est spécial pour les injecteurs, où il y a un public originaire de l'Est, parce que il faut savoir que dans les communautés que nous recevons, il y a des communautés qui ont des particularités. Par exemple, les gars de l'Est, ils sont beaucoup de l'Europe de l'Est, ils sont beaucoup dans les injections. Nous, notre structure se partage en deux structures. On a un centre d'accueil, un accueil de jour où on reçoit les personnes accueillies, les consommateurs, et on a un autre dispositif qu'on appelle, où on fait de la remise de distribution de matériel pour la réduction des risques. Donc, c'est-à-dire la réduction des risques, c'est-à-dire d'avoir tout le matériel pour consommer de manière safe, pour consommer de manière, avoir des bonnes pratiques. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, l'instrument pour fumer le crack, on va venir le chercher de notre dispositif de remise de distribution de matériel, de réduction des risques. Tout ce qui est injection, ils vont venir aussi le chercher au même endroit. Donc, en fait, c'est un comptoir où nous avons toute la panoplie, tous les seringues, tout le matériel safe qui est validé par le ministère de la Santé. Voilà. Donc, effectivement, je vais répondre de manière affirmative. J'ai eu une collègue fille pendant 2 ans. J'ai eu déjà 2 collègues filles. Oui. Déjà, Il y en a quelques-unes pour répondre dans l'équipe. précisément. Il y a des consommatrices, Oui, il y a déjà, des consommatrices. elles existent, elles sont beaucoup plus invisibilisées. Ouais. Souvent, cette question de genre aussi, c'est un peu une réelle question dans les structures d'accueil. En fait, souvent, les accueils de jour. Alors, déjà, une femme en situation de précarité, elle est beaucoup plus vulnérable. Exactement. Et c'est un milieu aussi très violent. Enfin, en tout cas, voilà. Toutes les dérives que cela incombe. Avec tout plein d'enjeux D'exploitation. Oui, d'exploitation, exactement. Prostitution, d'agression sexuelle, de toutes sortes de choses, moyennant consommation, moyennant toutes sortes de choses à l'intérieur du milieu. Et globalement, les femmes sur les lieux d'accueil en journée, en fait, on a peu de femmes qui viennent vraiment s'installer, enfin, se poser, boire le café, venir discuter. Souvent, elles sont juste de passage et viennent juste pour répondre à un besoin. Soit de prendre une douche, quelque chose comme ça. Mais souvent, déjeuner. en tout cas, sur le centre d'accueil STEP, ils viennent rarement, enfin, viennent pour récupérer du matériel, mais ne s'installent pas sur les structures d'accueil. Et nous avons eu des collègues travailleuses pairs. Et voilà, enfin, il y a plein. Nous, c'est pas, c'est pas un souci. La porte est grande ouverte, il y a pas on n'a pas le problème de genre. J'avais une autre question. Comment le travailleur pair arrive-t-il à prendre de la distance vis-à-vis de son expérience? Mais vous avez en partie répondu, même si on peut y revenir. C'est un combat de tous les jours, s'agissant de cela. C'est un combat de tous les jours. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, il y a des moments de up, des moments de down. Là, je suis dans une période de up. Donc, la période de up, qu'est-ce que ça sous-entend pour moi dans mon langage? La période de up sous-entend que, je vais vous dire par exemple, aujourd'hui, là, quand Clément m'a proposé mon intervention ici, j'ai dit, j'étais en période de up, j'ai dit oui. Après, il s'est passé 1 semaine et demie, 2 semaines où mon avis a déjà fluctué. Parce que le consommateur, selon ses consommations, des fois j'ai des phases un petit peu dépressives où je me dis, finalement, je ne me sens pas trop le punch d'aller faire ça avec Clément. Pourtant, c'est des choses que j'ai déjà fait et que j'aime faire. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je ne me sens pas d'aller le faire. Mais j'avais déjà donné ma parole. Je suppose que, bien entendu, que si je t'avais dit que finalement je ne peux pas, tu ne l'aurais pas mal pris. Mais moi, je suis quelqu'un, quand je m'engage de quelque chose, un temps que faire soit peu, j'essaye de respecter mon engagement. Donc, entre-temps, j'ai connu une petite phase down, et je ne peux pas expliquer pourquoi. Il y a 48 heures, je lui ai dit finalement, mais je ne t'ai pas parlé de ma phase down. Hein. On s'est vu en réunion hebdomadaire parce que je vais surtout pas de te parler de ma période de down. Parce que je ne veux pas. Il y a quelque chose d'orgueil dans ça, de fierté, d'estime de soi.
Je me dis, merde, ça, c'est pas trop bon pour moi. Je vais pas du tout pour Clément, tu sais, finalement. J'essaie de chercher une esquive pour ne pas y aller. Et finalement, lundi, on s'est vu. Et Clément m'a dit, eh, Fabrice, dis-moi. J'ai dit, non, Clément, je ne t'ai pas oublié. Sache que je serai là. Entre-temps, ma période de up est... Il y a une force mentale, quoi. Oui, effectivement. Excusez mon langage. Voilà. Et donc, on voit bien que dans ce que vous apportez vraiment de différent, plus d'un éduc, c'est une forme de présence, de langage adéquat, Exactement. et de présence et de captation de ce que l'autre vit dans son expérience de toxicomane avec sa stigmatisation. Ce qu'un éduc peut avec le temps, bon, oui, avec le temps, se montre, mais il faut vraiment de la bouteille, quoi. C'est facilité par la présence du travailleur. Et c'est facilité par bien entendu, votre expertise. Parce que j'ai connu ce qu'on appelle dormir dehors. J'ai connu ce qu'on appelle, comment vous dire, le regard de l'autre. J'ai connu ce qu'on appelle, j'ai pas envie de faire de démarche. J'ai connu ce qu'on appelle négligence, parce que un autre truc encore, consommateur de cailloux, c'est pour ça que vous allez peut-être vous poser la question, ils ont tous une dégaine. La dégaine ne fait pas qu'apparaître comme ça du jour au lendemain. C'est à force de consommer et comme sa préoccupation première, mais je ne vais pas généraliser, ils ne sont pas tous comme ça. Sa préoccupation première, c'est de courir après le principe actif de cocaïne, de son caillou. C'est sa seule préoccupation. Donc, tout ce qui vient ensuite, c'est facultatif et c'est carrément, c'est pas essentiel pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Dégradation même au niveau de l'hygiène corporelle. On va voir qu'il y a une sorte de laisser-aller. Tout ce qui est démarche, même si peut-être qu'il a un papier français, qu'il a la CNI, qu'il a toutes ces démarches-là, ça à faire parce qu'ils perdent souvent leurs documents officiels parce que c'est passé par là, passé par là. Et même des fois, c'est moyennant quoi une consommation. Je te donne à tenir ma carte d'identité, je te donne pour avoir un chrome, pour avoir ce qu'on appelle un crédit de consommation. Il engage des fois sa carte bleue. Le Modou va le tenir, on va lui dire, je te remets ta carte bleue le 6, on va aller à la poste ensemble prendre l'argent. Donc, il y a toutes sortes il se retrouve dans toutes sortes d'interactions et de négligence. Donc, tout ce qui est, même pour toucher son RSA, il ne va pas faire sa démarche pour, comment dire, reproduire sa carte nationale d'identité, refaire son passeport, c'est le cadet de ses soucis. Le seul truc qui compte pour lui, premièrement, c'est le caillou. Donc, tout ce qui vient après. Et quel effet ça a sur leur consommation quand tu les accueilles? Non, mais il y a beaucoup que je dirais que ça encourage, il y a beaucoup qui me félicitent, mais comme j'aime bien si bien leur dire, les mecs, je ne suis pas encore sorti d'affaires. C'est un combat de tous les jours pour moi, de tous les jours. Par exemple, pour être ici aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très simple. J'avais le choix, est-ce que je consomme? Tu as bien vu que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je suis sollicité pour me dire, ouais, bon, on va consommer, pour me dire, oui, on va faire ci. J'ai toutes sortes de sollicitations, même si je n'ai pas d'argent, j'ai d'autres moyens pour avoir le caillou. Alors, je vais vous donner un exemple très simple, je ne vais pas entrer dans l'idée, mais c'est pour vous montrer concrètement c'est quoi la vie de consommateur de crack. Je finis de travailler à 17 heures. Moi, je suis devenu, depuis que je suis enfant, il y a 6 ans, je suis devenu quelqu'un de très solitaire. La consommation a mené que je suis devenu quelqu'un de très méfiant. Déjà, le crack te rend paranoïaque. Chaque kiff, chaque inhalation, tu te sens en paranoïaque, tu veux dire, tu te sens en danger. Pour toi, la police va arriver, on va te braquer. Il y a toutes sortes d'événements qui vont arriver. Il y a ceux qui ont des hallucinations visuelles. Ils vont te dire, par exemple, quand ils viennent tirer l'inhalation, Clément, tu me dis si je parle trop. Quand il vient de tirer le kiff, l'inhalation de crack, il va te dire, il y a quelqu'un dans l'arbre, la police nous surveille sur tel balcon. Il faut qu'il se cache. Il y a toutes sortes d'hallucinations qui peuvent être visuelles, qui peuvent être auditives. Voilà. Bon. Il y a toutes sortes de choses qui vont se déclencher. Donc, ça t'amène dans un climat d'hostilité et de méfiance. Tu es toujours sur le qui-vive, le consommateur de crack. Surtout celui qui est en rue, parce qu'il a fait toutes sortes de techniques.
pour avoir son produit. Peut-être qu'il a été volé, peut-être qu'il a été menti pour ses parents, peut-être qu'il a volé les bijoux de ses parents pour aller le vendre pour le module pour avoir crack. Et peut-être Donc, c'est son salaire. et Il ne faut pas peut-être aussi c'est tout oublier son qu'il y a salaire. aussi. Et moi, je suis pas au black, je suis pas bénévole. J'ai une fiche salariale, j'ai une fiche de paye. Ceux qui savent ça, ils sont toujours là pour un petit peu me solliciter. Ouais, mais tu sais, j'ai un bon caillou là. Donc, pour eux, je suis une proie facile. C'est des Mais dealers alors ou c'est des c'est des dealers même. consommateurs? Il y a même des consommateurs qui font des petits business pour Ouais. s'auto-satisfaire leur consommation. En tout cas, la consommation de crack nord-est parisien, en fait, c'est très horizontal. En fait, on a cette image du business un peu pyramidal. Et en fait, quand on arrive sur les scènes de consommation, c'est consommateur-revendeur. Enfin, il y a tout cet enjeu-là et tout le monde est un peu dedans, quoi. Enfin, il y a un On a un truc peu où, dedans. avec Et le truc surtout où je quand, prends une galette, je fume une partie dessus et puis je vais revendre le bout de galette. Et puis en espérant retrouver sa mise de départ. Enfin, exactement. Donc, il est pris dans toutes sortes de pressions. Des fois, le modo lui dit, bon, tu sais quoi, surtout pour les femmes, hein, je ne vais pas parler de manière générale, mais en ce moment, ce qui se passe sur le nord-est parisien, il y a une grande répression. Ils sont partis pour fermer le nouveau terrain qu'on appelle le canal Saint-Denis, là, derrière l'espace millénaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Et, ouais, derrière l'espace millénaire, le long du quai de Seine. Et c'est là où s'est transféré, si vous voulez, la scène de consommation et la scène, le terrain de vente de ce produit à ciel ouvert. C'est le long du canal de Seine. Voilà. Donc, les femmes, qu'est-ce que les modos ont compris? Les consommateurs, ils sont contrôlés, mais pas tellement, ils sont sous les modos. Qu'est-ce qui se passe? Les modos, ils ont compris un truc, depuis quelque temps, la pratique, c'est de faire les filles tenir les galettes. La fille, qu'est-ce qu'elle gagne dans son échange? Elle aura toujours une petite galette pour consommer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Elle est scotchée sur la scène de conso, nuit et jour, parce que c'est elle qui, qui tient le gros lot, qui tient le butin dans les soutifs, dans les parties, quel que soit le moyen, mais la prise de risque, le modou n'est pas prêt à le prendre et il préfère faire que ce soit une fille consommatrice qui porte le produit. Et elle, dès que la police arrive, elle va esquiver d'une manière comme une consommatrice. Dite schlag, elle va sortir de là, mais elle a peut-être 2000 galettes sur elle. Ils sont rusés, quoi. D'accord, non, non. Donc, Bon, 2000, c'est quand même beaucoup. Hein. Oui, Ça- non, ça qu'est-ce que fait- tu dis là, Clément, c'est 2000, ça fait beaucoup. Hein. réel. Donc, le modou, il le met dans sa bouche. Les galettes, c'est comme ça que c'est conditionné. C'est emballé. C'est un petit morceau de dragée. C'est emballé dans un petit film. Et le modou, il gobe tout ça dans sa bouche. Donc, il tient, il peut tenir jusqu'à 300, 400 galettes dans la bouche et te parler de manière naturelle. Ils ont une certaine dextérité pour ça. C'est un métier façon de parler qu'ils ont appris. Vraiment. Et même peut-être pour compléter par rapport à la question, en fait, le travailleur père aussi dans l'évolution et ce regard-là qui l'explique. Moi, j'aime bien sortir cet exemple-là au centre d'accueil. Je me souviens, ça faisait pas très longtemps que j'étais arrivé sur le Carude. D'ailleurs, tu m'as trouvé là. Oui, exact. Fabrice, il est posé tranquillement, un peu au fond. Et puis on discute un petit peu. Il me dit, tu vois là, le gars là, il rentre. Il prend son café et il va se poser sur le fauteuil, très bien. Et puis il me dit, tu vas voir le moment où il va se lever, c'est quand son dealer va passer. Et tu vas voir, il y a quelqu'un qui va rentrer, il va se lever, il va aller le voir, ils vont discuter, ils vont comprendre tout ça. Et puis ils vont retourner dehors pour aller faire leur business dehors, quoi. La transaction. Et ça n'a pas loupé. 5-10 minutes après, il y a un gars qui rentre, hop, tout de suite, en fait, il a ce regard-là que moi, j'aurais jamais vu, j'aurais pas compris. Voilà. J'aime bien dire grille de lecture. Exactement. C'est inné chez moi. Tu as des grilles de lecture que je n'ai pas. Exactement. Et en fait, on vient se compléter aussi là-dessus, sur ce regard-là. La complémentarité. Comprendre ce qui se passe, les enjeux. En fait, souvent, ce qu'on voit, c'est très en surface. Et finalement, les travailleurs pairs ont ce regard plus en profondeur qu'on n'a pas forcément. Et c'est ultra chouette. Enfin, voilà. S'il y a des questions, des remarques, n'hésitez pas vraiment. Ouais, Excusez-nous, on est parti peut-être dans plusieurs directions, mais ou les personnes à distance, ou ici, allez-y, n'hésitez pas. C'est des remarques sur différents points de vue, apports, peut-être en ligne, à lever la main, n'hésitez pas, hein, les participants en ligne, en visio.
C'est très dense, très riche, vraiment. C'est remarquable. Hein, Ouais. Si je peux même me permettre Mm. pour compléter, nous, on a cette spécificité-là, Carude, réduction des risques. La pérédance Dans ce domaine. dans ce domaine. Et j'aurais tendance à dire que la pérédance ne se résume pas à la dicto ou la psychiatrie, comme je Exactement. parlais historiquement. Moi, je pense au parcours migratoire. Mm. En fait, par exemple, le parcours migratoire, un collègue qui a connu ça, nous voit exemple à l'espace de repos, on a des collègues qui sont soudanais, qui ont eu tout ce parcours-là de migration avec toute cette lenteur administrative, ce système qui a tendance à broyer l'humain. En fait, il a aussi ce parcours-là, et en fin de compte, avec les publics qui ont aussi un parcours migratoire, qui sont peut-être passés par la divise, où il Les y a traumas. les traumas. Et en fait, Ouais. il se passe quelque chose de différent, il y a une relation différente. Et je pense, voilà, il y a ce genre de paire aidance qui peut aussi être envisagé. Je pense à des associations comme, là, il y a Repère. C'est une association d'enfants qui sont issus, enfin, c'est maintenant des adultes, mais pas que, qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance. Et Mm. en fin de compte, qui organise des choses autour de ce regard-là, avec en fait des groupes d'entraide de gamins de l'ASE, hein, enfin, pour être un peu vulgaire comme ça, mais et qui existent en entraide, qui organisent des choses entre eux, et des petites assos comme ça qui essaient de survivre comme ils peuvent, mais mais ouais, il y a plein de choses qui existent. Mm. Et en fait, la pérédance, elle peut s'étendre à plein de choses. Je pense en cancérologie. Enfin, quelqu'un qui est en rémission et qui Mm. peut faire aussi un retour d'expérience euh, et pouvoir accompagner des personnes qui viennent fraîchement de passer par là. Enfin, et en fait, la pérédance, on peut l'avoir partout. Et je pense, justement, c'est peut-être là où on peut avoir l'avenir dans le social. Je pense qu'il y a vraiment une clé que. Une Mm. Hmm. diversification Il y a- Mm. exactement de la présence des travailleurs dans notre domaine, effectivement. Moi, voilà, faut détricoter. Je pense que c'est quelque chose à détricoter, une grosse pelote, Mm. et il faut faire évoluer nos pratiques, quoi. Oui, notamment l'enjeu de former les éducateurs spécialisés à cette approche, parce qu'ils seront amenés à travailler avec Ouais. des travailleurs pairs. Donc les préparer à ça Oui. Exactement, à sur travailler le avec les territoire. travailleurs pairs, mais aussi à travailler avec Différemment. différents styles de profil. Et notamment, moi, j'ai eu à faire des interventions, une petite parenthèse, avec des futurs travailleurs sociaux qui sont sur les bancs de l'école. Et c'est une manière de les préparer au type de public, les différents styles de public qu'ils auront à rencontrer une fois qu'ils seront en poste, qu'ils seront diplômés d'État. Mm. Justement, par exemple, par exemple, dans un dispositif d'ACT, Hmm. Ouais. on va le placer là, il aura un poste là, mais il ne sait pas déjà à quoi s'attendre. C'est déjà leur expliquer les profils, les différents profils qu'ils vont avoir. Ils vont se dire, ouais, mais j'ai trouvé une seringue dans sa chambre, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai trouvé tel instrument, quel Hmm. comportement adopter, quel... Donc, on peut les sensibiliser. Mm. Donc, moi, j'ai déjà fait des interventions dans Des le écoles. cadre de forme de futurs éducateurs Hmm. spécialisés qui vont se retrouver avec ce genre de profil, notamment dans leur parcours professionnel. Justement, sur la question des profils nord-est parisiens, tu dis qu'il y avait différents profils, mais on peut voir qu'il y a une forme de démocratisation des drogues, cocaïne, et non-bourgeoisement. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux profils qui arrivent. Ceux-là, est-ce que vous les voyez? Comment tu arrives à t'ajuster avec eux? Des profils qui ne sont pas toujours en apparence schlag. Alors, ce qui est impressionnant, et moi, c'est ce côté-là qui m'intéresse et que j'aime. Mm. Je suis toujours émerveillé de voir, de voir les différents styles de profil que nous pouvons avoir en face de nous. Pas plus tard que la semaine dernière, un usager s'est arrêté, son taxi, pap, 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 il descend du taxi. Et le mec, à aucun moment, tu peux penser qu'il est dans Mm. l'histoire de crack. Ça dégaine, déjà, il faut voir le taxi, la mère qui est devant, et il est très pressé, il sait exactement ce qu'il veut. Il veut
il veut des seringues, il veut des pompes pour s'injecter en cocaïne, il veut doseur, et je ne m'attendais pas à ce qu'il demande un doseur. Il est calé, quoi. Ouais. Et quand tu vois la dégaine du personnage qui est en face de toi, tu ne peux pas, à aucun moment, ne serait-ce que penser que ce mec-là puisse mettre un doseur dans sa bouche et consommer ce genre de produit qu'on appelle le crack. Parce que dans l'idée du commun des mortels, le crack, c'est que les gens qu'on voit style à la porte de la chapelle. Non, le crack, c'est pas que ça. Tout à fait. Dans notre c'est file une petite active, partie. notamment dans notre file active, Les sans plus nommer de visibles. nom, Oui. dans notre file active, on a un avocat, par exemple, Oui. Les milieux. et qui fume du crack. Oui. Exactement. C'est pas pour dire que c'est de la zipette, c'est de la cocaïne sniffée. Lui, c'est le crack qu'il consomme directement. Et Donc, tu arrives à t'ajuster assez facilement avec eux dans la ah non, mais moi, tu c'est. t'adaptes un peu au style. Ah non, mais moi, j'arrive à. Mais moi, c'est ce que j'aime, pouvoir m'adapter avec différents styles de profil, parce que je suis toujours fasciné par les gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Moi, je suis très intrigué par ce genre de profil, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a cette image du consommateur de crack en situation de précarité. Dans les Et La plaque chauffante, c'est pas que ça. non, Enfin, c'est pas ça. en fait, le crack, c'est assez facile à cuisiner. Alors, on fera pas un atelier cuisine. Ouais, exactement. Là, Faire un tuto. On peut faire un son petit tuto. crack chez soi. On peut faire son petit crack soi-même chez soi. Mais voilà, Mais voilà. on va pas faire d'atelier. Mais en fait, c'est très facile Donc, il y a à des gens, faire. il y a des gens Et- qui consomment le crack que tu ne verras jamais sur une scène de conso venir Complètement. acheter des galettes. Venir Complètement. acheter crack. Galette, c'est le nom qu'on Mais ils donne. passeront par vos lieux pour aller accéder au matériel. Alors, Exactement. il y a ce. Mais il y a d'autres moyens de consommer, mais qui sont anti-réduction des risques. Nous, on promotionne la réduction des risques C'est- de consommer avec des pratiques dites saines. Et puis, c'est réduire les risques liés à la consommation. Donc, c'est Exactement. pas que. Il y a tout cet enjeu autour du somatique. Ouais, mais tout ce qui voilà. est de consommation, se passer les seringues, se passer le doseur, Voilà, choper un herpès, c'est différents styles de contrôle. Mais la réduction des risques ne se résume pas au matériel. Après, Exactement. Il y a un travail éducatif qui est votre vraie complètement. valeur ajoutée là. D'éducation Complètement. thérapeutique. D'éducation, oui, effectivement. Prendre la personne globalement au-delà de ce qu'elle consomme et ce qu'elle peut Parce être. que le consommateur, quelle que soit la substance d'ailleurs, c'est pas que le produit qu'il met, qu'il inhale, qu'il consomme, qu'il s'envoie dans les veines. Il y a le contexte, il y a le personnage et il y a son environnement. Donc, c'est pour ça qu'on a différents styles de profil. Moi, par exemple, je suis le style de profil, à la base, je n'aime pas consommer en rue. Et quand je suis arrivé en France, ça m'est arrivé de le faire, mais au départ, quand j'ai rencontré un kiff de crack devant d'autres consommateurs. Pour moi, ça devait toujours, c'est-à-dire qu'ils voient que je viens de le chercher, mais il n'est pas question pour moi ni de consommer devant le dealer, ni de consommer devant d'autres consommateurs. Je prends mon truc et je vais consommer chez moi. Après un certain moment, je suis déjà à 24 ans de consommation, ce n'est pas une fierté ni une référence. J'ai baissé un peu les brides. Je me suis dit, bon, au moins pour voir la qualité du produit, je ne vais pas tirer devant les mecs, mais je vais tirer un petit kiff non loin de la scène de conso pour au moins savoir qu'est-ce que j'ai dans les mains. Mais il n'est pas question pour moi de tirer ni 2 ni 3 kiffs en rue. Mon vrai plaisir, mon vrai rendez-vous avec mon produit, c'est à la maison à guichet fermé. Mais chacun a des pratiques différentes. Il y a des mecs, il y a des personnages, ils ont leur appartement, ils ont tout, mais c'est le côté rue qu'ils aiment. Moi, c'est tout le contraire. Il y en a certains qui vont préserver leur domicile, en fait, se dire, en fait, je ramène pas de produits à la maison. Ouais. Peut-être il y a des enfants, peut-être il y a Ouais. tout ça, et je veux pas qu'il y ait ça soit à la maison, et donc à chaque fois que je vais consommer, c'est en rue, ou du moins en extérieur. Je Et jette ça le permet, doseur, je rentre sans le c'est ça, doseur. et ça permet pour certains de se sécuriser. Chacun a ses méthodes. Parfois, la consommation, elle a aussi un phénomène social. Se retrouver sur des scènes de conso, c'est pas anodin non plus, hein. Exactement. Il y a tout un environnement, des codes sociaux qui sont vraiment à la marge, mais finalement qui répond à des règles et des codes. Et ça aussi, c'est structurant. Et quand on est en grande marginalité, enfin, je parle à un sociologue, mais voilà, mais en fait, comment il s'approprie en fait cette consommation de rue et ce qu'il en découle, en fait, c'est aussi tout un. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose d'ultra passionnant en sociaux à en creuser. Alors, je suis pas, j'ai peut-être pas assez les bagages, mais oui.
justement, est-ce que le travailleur pair et toi, Clément, vous intervenez dans des équipes mobiles de rue, justement? Comment se passe cette itinérance dans l'allée vers des toxicos dans leur contexte caché? Comment ils Moi, perçoivent, vous deux? Enfin, moi, je dirais que, effectivement, justement, vous avez posé une question tout à l'heure là, s'agissant de l'intégration, s'agissant de l'arrivée de femmes dans l'équipe. Pour rebondir, la collègue fille que j'ai eue dans un premier temps pendant 2 ans, elle était spécialisée dans l'équipe de maraude. très bien. Donc, maraude qui veut dire, ça sous-entend qu'ils sont mobilité, qui vont directement sur les scènes de conso à ciel ouvert à la rencontre des usagers. Et là, je trouve que le travailleur pair, la travailleuse pair, elle avait toute sa place. Et elle a travaillé comme ça pendant 1 an et demi avec l'équipe de maraude et ça facilite les choses. Ça facilite les choses. Voilà. Généralement, moi, de ce que j'ai vu, les travailleurs sociaux dans le domaine de la dicto, quand ils vont sur les scènes de conso, les consommateurs, les usagers en grande précarité sont toujours favorables à ça. Il y a eu certains petits pépins un moment quand c'était sur le périphérique de la Villette. Il y a eu des petites dérives, des tentatives d'agression, de braquage, mais généralement, ils sont au fait avec ça. Et au contraire, ils aiment bien l'arrivée des travailleurs sociaux parce qu'ils savent que c'est dans leur intérêt de ça que s'agissant de l'hébergement, d'être pris en charge dans des structures, de savoir toutes les opportunités qu'ils pourront avoir dans les démarches, de tout. Donc, ils sont très favorables à ça. Une autre chose que je tiens à dire. Clément, tu l'as dit tout à l'heure là, vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile de faire un usager qui est précarisé sur une scène de conso pour le faire arriver dans une structure, tout le périple que ça demande. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous avons des consommateurs que des fois, ils ont des démarches à faire. Ils doivent sortir de chez nous, 18e, aller 14e, aller quelque chose. Pour eux, c'est une mission impossible. Pourquoi? Déjà, il y a le facteur, des fois, ils n'ont pas de papier. Il y a le facteur de l'accroche du produit de la scène de conso, ne serait-ce que pour le faire aller à 500 mètres de la scène de conso, c'est un combat. Il veut être toujours au plus près du produit. Ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose de... C'est quelque chose qui est palpable et qui est concret. Clément, tu es d'accord avec moi? C'est une grande victoire. Il y a des consommateurs qu'on n'a jamais pu faire arriver dans une structure et pourtant la structure se trouve à moins d'1 kilomètre de la scène de conso. Et pour nous, ça, c'est des grandes victoires. Je pense à quelqu'un en particulier qu'on n'aurait jamais pensé, mais d'une précarité vraiment extrême. Quand on l'a vu débarquer chez nous, j'ai dit, waouh, mais ça, c'est par le biais, par exemple, de nos équipes mobiles qui vont sur le terrain rencontrer ces personnes-là directement, au vif du sujet. Et en tout cas, oui, il y a eu des travailleurs pairs sur les équipes de maraude. On est en train d'en remettre. Il y a eu juste pas mal Ils ont de tout en place, d'ailleurs. Il y a eu un turnover et l'idée, c'était aussi de retravailler avec l'équipe pour pouvoir... et normalement, ça aurait dû être le mois là. On aurait dû en avoir un là ce mois-ci. Ça prend un petit peu de retard, mais ça arrive. Et c'est une vraie plus-value. Il y a des psys dans votre équipe dans l'équipe en mobile interne on a des psys un peu sur quasi. Quelle est leur place? Comment ils trouvent leur place dans tout ça? Eh ben, c'est. Pour ne rien vous cacher, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, avant de venir voir Clément, j'étais chez mon psychologue. Mais dans les équipes. Oui, non, mais je vais vous dire que les psychologues, ils ont toute leur place dans nos équipes, effectivement. Mais par contre aussi, il y a une autre chose, ça dépend des profils. C'est aussi un combat de faire comprendre à l'usager ou à l'usagère l'avantage que de consulter un psy. Je prends l'exemple sur moi-même. Je faisais partie des files actives. Depuis la Guadeloupe, j'ai fait plusieurs cures successives. Même en cure, je ne voyais pas l'importance, ni je ne voyais pas l'intérêt de consulter psy, et pourtant, ça faisait partie de la prise en charge dans le processus de sevrage, d'abstinence et de post-cure.
j'ai 24 ans de consommation. Il y a peut-être 2 mois, et je t'ai mis au courant, que j'ai passé le pas de commencer à vouloir accepter des consultations psy. Donc, ils ne voient pas vraiment l'intérêt direct d'aller voir. Moi, c'est mon Ouais. parcours qui me fait voir que maintenant, je suis prêt pour passer à ce stade-là. En tout cas, les psychologues dans nos structures, c'est clair que, alors peut-être plus sur l'Exapa, quelque chose de plus Ouais, classique, mais en tout cas sur les équipes mobiles et en carrure, ont plutôt des. En tout cas, le cliché du psy caché dans son bureau, c'est pas le cas. Les psys nous font des ping-pong avec les gars, et en fait, l'entretien, il peut être complètement. On peut le transposer. Et la première chose, c'est créer l'alliance thérapeutique, souvent, qu'on parle souvent. Mais et justement, en fait, trouver cet espace-là, et les psys, il y en a qui se font en quelque sorte dans la masse, et à un moment, en fait, va créer ce truc-là. Et quand la personne, ils ont réussi à créer ce truc-là et que ça répond à un besoin, bah, allez, viens, Il y a une allez, question de on va se poser un temporalité. La café temporalité n'est Oui, pas la leur. temporalité. Oui, Exactement. Voilà. mais on a des psys dans les équipes. Les médecins, c'est plutôt sur l'Exapa. Centre de soins et d'accompagnement, centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est vraiment les structures de soins. On a rarement des médecins. Bon, sur les CARUD, c'est pas trop le lieu. Est-ce qu'on peut pas dire que ceux qui arrivent à franchir le pas de la porte du CARUD, ce ne sont pas ceux qui ont fait tout un processus et qu'il y en a qui, certains, auront du mal à franchir la Mm. porte. Il y a ceux que Comment pour faire? eux-mêmes, c'est inconcevable de venir chez nous, de passer la porte de centre d'accueil. Mm. Je vais vous donner un exemple, par exemple, dans mon parcours. Je vous ai dit, j'étais en quelque sorte catacombe à Stalingrad. J'étais dans le vif du sujet parce que Stalingrad, le soir, c'est là que tout se passe, dans le milieu du Croc, dans le nord-est parisien. Et de mon squat qui était sous la rue, sous le trottoir, là, je vous dis, j'entendais toute la nuit blanche, tout l'univers, toutes les dérives, toutes les nuisances que cela entraîne dans un quartier quand il y a une scène de conso. Donc, même si je suis un consommateur, je comprends les riverains. Je comprends les riverains, je comprends tout ce que cela englobe parce que ça m'est arrivé de me retrouver sur la scène de conso à Stalingrad, mais j'aimais pas, je préférais faire mes affaires dans mon squat parce que je me mettais à la place des gens qui habitent là. Mais je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est invivable. Moi-même, je n'aurais pas aimé qu'il y ait ça autour de chez moi. Sincèrement, hein. C'est rare les consommateurs qui parlent comme ça. Parce que moi, il m'est arrivé de dire ça à certains consommateurs et ils sont totalement en opposition avec moi. Il y a ceux qui s'en fichent complètement, mais ce n'est pas le cas de tous les consommateurs. Pour en revenir à cette question-là, de faire passer le pas, en fait, c'est. Alors, moi, j'ai une conception du soin très large. C'est peut-être un peu Très bien. bizarre. On a tendance à penser le soin que ça pas, réduction des Abstinence risques, totale. CARUD. Et en fait, déjà venir en CARUD, pouvoir. En fait, c'est déjà commencer à prendre soin de soi et prendre soin au sens care, le sens Sens large du terme. large. Et donc, oui, pour moi, une personne qui passe la porte d'un CARUD, qui va au départ juste venir prendre un café et venir prendre de l'information, Il est juste déjà dans simplement, le soin. est-ce que c'est pas déjà une manière de prendre soin de soi? Un processus. Et, et- et- C'est pour voilà. ça que nous, on préfère parler de rétablissement. Oui, Établissement. le rétablissement, c'est justement, on a tendance aussi à avoir cette conception du soin, quelque chose autour de l'abstinence. C'est une conception très puritaine, un héritage, Abstinence voilà, totale. avec Ouais. cette idée de prohibition totale. Mais en fin de compte, est-ce que le rétablissement et donc se sentir mieux, etc., est-ce que c'est pas propre à chacun si certains ont un besoin en quelque sorte de maintenir une consommation qui leur permettent, qui sert de béquille finalement à un temps donné, qui correspond peut-être à un parcours de vie qui correspond à pas mal de choses, et que finalement les autres réponses, je pense parfois, je m'imagine pour beaucoup de personnes avec des troubles psy, on blinde les personnes de neuroleptiques qui sont bourrées d'effets secondaires. Exact. Voilà, voilà, t'as la bave, t'as le truc, et puis on va te donner d'autres traitements pour essayer de contrer le truc. T'as ton pilulier, c'est toujours ton médecin avec quelque chose qui va être très descendant. Si tu tombes en plus avec enfin, un psychiatre de la vieille école
qui a tendance à tout décider à ta place, et dès que tu vas lui dire, ouais, en fait, le traitement, j'aimerais le baisser, il va dire, va falloir peut-être l'augmenter. Cicatriser, quoi. Ouais. Et ben en fait, pour certaines personnes, en fait, se dire, ouais, ben ouais, quand je consomme, ben j'entends plus mes voix. J'entends plus mes voix, j'arrive à retrouver une certaine forme d'équilibre, j'arrive à trouver ça. Si j'arrête de consommer, il décompense, et en fait, le rapport à la psychiatrie fonctionne pas. Déjà parce que les traitements sont peut-être pas adaptés, parce que pour plein de raisons, et parfois, en fait, juste une consommation. Je suis pas en train de faire la pub de la consommation, c'est pas du tout mon. Mais c'est ça, je crois, le cœur du sujet, il est Ouais. là, c'est que euh, le rétablissement, c'est le processus, je crois, d'atténuation de la souffrance de l'autre, qui se voit petit à petit autrement Ouais. et qui y croit. Et c'est ça l'utopie concrète, c'est vouloir dans le regard de l'autre, se sortir et tout en consommant relativement. Et ça le déstigmatise, je pense. Effectivement. C'est Donc, ça être en casse accord avec ça. certaines idées reçues, certaines stigmatisations. Je vais vous donner un exemple. Le produit, en fait, quel que soit le produit qu'on touche, le produit n'a pas le même effet sur tout le monde. Et tout le monde ne recherche pas la même chose en consommant un produit. On va prendre le cas de la cocaïne, des gens qui sniffent. Il y a des gens qui vont le prendre de manière festive, une consommation festive. Bon, ce soir, c'est un samedi dans le mois, je vais taper 2 traces, papa, mais demain, je ne connais plus ça. Le mois prochain, je ne veux pas en entendre parler. Je vais peut-être toucher ça peut-être à l'été prochain. Il y a d'autres gens qui vont lui donner une fonction, qui vont l'utiliser pour une fonction, qui vont l'utiliser dans le cadre, par exemple, du travail. Celui-ci va se dire, comme c'est un stimulant, je vais le consommer. Je vois que quand je prends la trace en zipette, la zipette en trace en sniff, ça me va, j'ai une bonne élocution, j'ai du rendement, je suis au taquet. Voilà. Donc, chacun donne une utilité et chacun utilise le produit, ce n'est pas le produit qu'il utilise. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Selon le contexte, je vais préférer prendre, je ne fais pas l'apologie du produit, bien sûr, ni de l'incitation à la consommation. Selon le contexte, je vais préférer de prendre la cocaïne en trace plutôt que sur une pipe. Mais ça, pour arriver à ce stade-là, il faut déjà avoir un certain parcours, il faut déjà s'être observé, il faut déjà avoir une certaine connaissance de soi, et une certaine connaissance de soi, une connaissance du produit et une connaissance de soi avec le produit. Je veux rebondir sur ça en disant que tu as dit quelque chose au départ de notre intervention, Clément. Ce n'est pas tout usager, parce que j'entends beaucoup qui disent, ouais, mais moi aussi, je voudrais bien faire travailler au père. C'est pas donné à tout. D'accord. Ce n'est pas tous les consommateurs qui pourront faire travailler au père. Il faut casser cette histoire de croire que parce qu'on a pris Fabrice, que toi aussi, tu vas travailler au père. N'est-ce pas, Clément? Ce n'est pas eux tous qui pourront. Faut avoir déjà fait un certain processus, un certain parcours et ce fameux pas de côté sur ses consommations, être capable de pouvoir faire cette analyse. Et certains ont parfois la tête trop dans le guidon, ou c'est trop compliqué, ou parfois, en fait, certains ont du mal à pouvoir différer les consommations, tenir une journée de travail. Enfin, c'est quand même aussi un défi, hein, Mais oui, c'est un défi. Pour certains, 7 heures sans consommer, c'est inimaginable, carrément. Après, moi, j'aurais une autre réflexion autour de ça, c'est que, bon, bah, moi, je le pense, si on cherche un peu à réfléchir en termes de ressources humaines, même si c'est pas mon domaine, mais en fait, on peut avoir des collègues qui ont des problèmes, qui ont besoin de faire des dialyses ou autre, ou quoi que ce soit. Ils ont une RQTH qui leur permet, en fait, d'adapter leur temps de travail. Très bien. Et est-ce que on peut pas aussi le réfléchir autour des consommateurs? Enfin, c'est aussi je pars peut-être un peu loin comme ça. Hein, on a besoin de soutien spécifique. mais voilà, c'est pourquoi pas. Enfin, je sais pas, avoir des mi-temps thérapeutiques. Enfin, on est capable de le faire pour plein de collègues. On est capable de pouvoir le réfléchir. Et est-ce que en fait cette consommation-là peut pas être aussi réfléchie? Mais après, c'est sûr que devenir travailleur pair,
il faut avoir un certain... C'est un métier. C'est un métier. C'est pas, il suffit pas d'avoir consommé pour être travailleur pair. Ouais, ouais, du style, je consomme, je vais être travailleur au pair, il faut que, c'est pas systématique. Tu ne pourras pas être travailleur au pair, mais il y a autre chose pour toi. Et toi, Clément, tu t'occupes de ça aussi. Mm. Tu vas lui dire, bon, travailleur au pair, bon, il n'y a pas de session en ce moment, mais moi, j'ai tout un dispositif, je peux te envoyer sur un volet de formation, parce que tu as vu le travailleur au pair, ça a suscité chez toi une émulation, effectivement. Donc, voici aussi quelque chose qu'on apporte, mais tu ne pourras pas peut-être faire travailler au pair, mais on regarde, on a des structures avec lesquelles on travaille. Je peux t'orienter sur un dispositif premières heures, sur différents styles de volets. Globalement, en fait, moi, je suis coordinateur pair et danse, Ouais, insertion pro et bénévolat, parce que la pair et danse ne permettait pas de simplement financer mon poste. très bien. Donc, on bricole mon poste avec d'autres missions, et ce qui fait que je suis un peu à cheval partout. Et en fait, ce côté insertion pro permet aussi déjà de faciliter l'après-contrat. Mais aussi, on a parfois des profils où, bah, oui, en fait, qu'est-ce que tu recherches et qu'est-ce que tu veux en voulant faire de la pérédance? En fait, il y a aussi cette question-là, c'est peut-être la relation à l'autre, se sentir utile. Et en fait, c'est aussi un peu essayer de... Alors, j'ai pas les compétences d'un CIP, hein, mais en tout cas, aller identifier ça. Et puis, la pérédance, il n'y a pas que nous qui en faisons. Enfin, je pense à l'association Gaïa que vous connaissez peut-être, Ouais. qui ont la salle de consommation parisienne. Exactement. Ils ont un dispositif qui s'appelle le Lab Expert. C'est sous un schéma un peu DPH, dispositif premières heures. Ils font des contrats et pendant un contrat de 5 mois de formation autour de la pérédance. Et l'idée, c'est que les personnes qui rentrent dans ce dispositif-là vont pouvoir bénéficier d'une formation et des mises à disposition dans des structures pour travailler la pérédance et faire émerger peut-être quelque chose. Je pense aux Enfants du Canal, pour ceux qui connaissent. Les Enfants du Canal, ils ont un chantier d'insertion qui est extraordinaire, qui font de la maraude autour voilà. Et c'est des personnes dans un parcours de réinsertion qui font des maraudes avec des travailleurs sociaux et qui complètent l'équipe. Et en fait, ce parcours de précarité, eh ben, ils peuvent le porter aussi en savoir, et ils sont accompagnés autour de ça. Enfin voilà, il y a tout un panel qui existe, et mon boulot, c'est aussi de leur dire, bah, si c'est vraiment ton projet et que ça correspond aujourd'hui à tes capacités, et voilà, bah, on peut peut-être voir ailleurs que chez nous. Très Voilà. bien, merci. On arrive là à la fin. Il me reste une minute, juste pour souligner l'importance de l'éthique, en Ouais. fait, que vous avez bien soulevé. L'éthique, hein, dans le travail social, pair ou communautaire. La dimension créative, utopique, réalisée, en fait, hein, qui va à l'encontre de tous les schémas dominants où on dit il faut les enfermer dans les institutions totales. Donc, il y a tout un mouvement derrière, hein, très fort, je trouve, hein, et qui devrait aussi cheminer dans les écoles de formation pour articuler un peu mieux la formation des éducs, des travailleurs sociaux avec leurs futurs collègues, hein, qu'il faut développer davantage dans le médico-social. Et le 19 mai, ça sera la 4e séance du séminaire, et on accueillera Guy Pernès, un ancien étudiant d'ici, assistant de service social. Il est à France Patient Expert Addiction. Son intervention s'intitule Des paradis artificiels aux réalités de la vie, ou comment accompagner sans heurter. Je pense que ça fait écho avec ce que vous avez bien développé. Totalement. Et donc, je vous remercie encore, hein. Merci beaucoup de l'invitation. Qui vous remercie. Ça fait plaisir. Merci à vous. On est content d'avoir pu présenter un peu. Moi aussi. Puis ça sera diffusé pour être partagé par un plus large public. Je voudrais voir ça aussi, Clément. Ouais. Ouais, Je te passerai le lien. Pas de alors. problème. ça sera fait. que nous, Merci c'est- beaucoup. En tout cas, nous, si on peut défendre la pérédance, voilà. Et ce n'est pas fini. Et Ce c'est n'est pas pas fini, fini. ça continue. Parce que c'est un cours d'élaboration, d'ajustement. C'est Tout à notre fait. bébé qu'on porte depuis 2020 et qu'on va continuer à À perfectionner. développer. Ouais. Exactement. Merci. Merci.